dans Peau à Peau. Aujourd'hui, on change un petit peu de décor. On est chez Élodie, qui est sexothérapeute. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, voilà. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de désir chez les femmes, dans les couples en général. Et voilà, je pense que c'est un épisode où on va se laisser un petit peu guider dans la conversation. C'est parti. Exactement, et ça va être intéressant. Donc, je te laisse te présenter, Élodie. Oui, donc Élodie, 40 ans, bientôt là au mois de décembre. Nouvelle dizaine, nouvelle vie, nouvelle aventure. J'ai été pendant 20 ans dans l'import-export. Et vraiment une sensation de ne pas être alignée, de ne pas être totalement moi, de ne pas être là où je devais être. Donc, petit burn-out des familles, petit bilan de compétences. Et il en est sorti que j'étais faite pour accompagner, soutenir, transmettre, aider. Et pourquoi l'intimité ? Parce que je me suis moi-même retrouvée handicapée intime à la naissance de ma grande qui a 17 ans maintenant. Ok. Et il a fallu raccrocher les wagons. J'ai mon mari qui est toujours avec moi aujourd'hui, au bout de 23 ans, et qui, le pauvre, a subi un désert sexuel, utilisons les mots, pendant plusieurs années. Ok. Parce que moi, j'étais plus en capacité physique. J'avais associé cette zone du corps à l'humiliation, la douleur. Voilà. Donc pour moi, il était plus question de l'associer au plaisir, à tout ce qui pouvait être désir, justement. Tout s'était éteint chez moi. Ok. Donc ça faisait sens, en fait, de pouvoir accompagner des personnes en me disant, même si c'est prétentieux, je voudrais être la personne que j'ai pas rencontrée moi il y a 17 ans. Ouais, je comprends tout à fait. Pour pouvoir dire, si ça peut être beau, même si on traverse des galères dans la vie, ça peut être un événement de vie comme la ménopause, ça peut être un deuil, ça peut être un trauma, ça peut être un handicap, ça peut être une naissance, tout simplement. Il y a des solutions qui existent pour pouvoir se raccrocher à l'intimité, et d'abord à soi et ensuite à l'autre. Ok. Voilà, et j'ai démarré donc à Balancourt en novembre donc de l'année dernière, donc ça fait pas beaucoup de temps, mais ça fonctionne très bien. Il y a du besoin, il y a de la demande, autant hommes que femmes que couples, parce que je fais aussi de la thérapie de couple. Les différences de désir, c'est ce que je trouve, c'est ce que je rencontre le plus souvent en objet de consultation, où il va y avoir de la frustration d'un côté, un blocage de l'autre, et en fait l'incompréhension va arriver, la communication va être rompue, et ça va créer un nœud énorme à l'intérieur du couple, et pour les deux, généralement. Donc voilà. Hyper intéressant. Ouais. Et souvent, ça vient plus de l'homme ou de la femme, cette variation de désir ou ce manque un petit peu de désir qui va un petit peu faire flancher le couple, on va dire. Alors ça va, moi de ce que je vais en tout cas, toi, de ce que tu vois, bien sûr, dans mon cabinet, j'ai plus souvent des femmes qui vont être bloquées pour aller vers de la sexualité, mais j'ai aussi des hommes. Parce qu'on pourrait imaginer qu'effectivement, c'est plus propre à la femme, entre guillemets. Mais non, il peut arriver que je reçois un couple où ça va être l'homme qui va être fermé, qui ne va pas être du tout en demande, et la femme qui, elle, ne va pas comprendre, ne va pas se sentir désirée, aimée, c'est pas normal. Ça arrive aussi dans l'autre sens. Oui, parce qu'en fait, je te pose cette question parce que c'est vrai que quand je discute avec mes copines, ou alors c'est peut-être mes copines, on attire ce qu'on est, mais je trouve qu'on met vachement cette étiquette que le désir est très masculin, c'est les hommes qui ont toujours envie. Mais en fait, dans mes copines, c'est tout l'inverse, quoi. On est vachement plus, nous, en demande face à nos hommes. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quand on est plus en demande, on se dit mince, est-ce que c'est normal ? Parce que mon mec, en fait, il devrait tout le temps avoir envie de moi. Ça devrait être comme ça. Et pourquoi c'est l'inverse, quoi ? Alors, le désir, il est réactionnel ou spontané. C'est-à-dire que tu vas avoir la croyance populaire qui va te dire que l'homme, il va être spontané, il va avoir tout le temps envie. Et c'est la croyance qu'on va avoir parce que les hommes ont souvent plus envie que les femmes. Ils sont souvent plus à la recherche de piment, et c'est pas une généralité parce qu'effectivement tout le monde n'est pas concerné, mais on va avoir cette image-là. Cela étant, on peut avoir des femmes qui sont également très spontanées, mais tu peux aussi avoir une part de réactif. Réactif, ça va être je suis stressée, je suis fatiguée, j'ai une charge mentale à la maison qui est très compliquée, au boulot, je suis dans une période qui est très énergivore, donc je ne vais plus avoir la bande passante. Parce que pour avoir du désir, il faut qu'il y ait de l'espace. Bien sûr. Il faut qu'il y ait du temps. Et femme, on peut se retrouver des fois avec des périodes totalement basses, avec une énergie très basse, et où il n'y aura pas de place pour le désir. Donc fatalement, ça peut aussi concerner les hommes. Donc en fonction de l'épisode de vie dans lequel tu vas te situer, des événements internes et externes, parce que tu peux avoir des soucis internes, une dépression, une baisse de morale, tu te fais du mouron. Et ça peut être aussi sur des facteurs extérieurs. Tu viens d'avoir un enfant aussi. Il y a des hommes qui vont se couper de leur libido et de leur désir quand leurs femmes vont avoir eu un enfant. Ça arrive parce que du coup, la maman est devenue une mère.
Et du coup, il va avoir d'autres préoccupations que le sexe. Ok. Donc, si, ça peut concerner aussi les hommes et ça va vraiment venir, c'est multifactoriel. D'accord. Il y a énormément de choses et l'idée, c'est d'essayer de trouver donc du coup le point de blocage pour pouvoir apporter des solutions en fonction. C'est pas un couple, une solution et ça va être universel. Ça va vraiment dépendre de la structure familiale, ça va dépendre des antécédents aussi. Parce que si tu as par exemple comme image, comme influence de la sexualité tes parents ou tes parents, c'était des personnes qui en parlaient de façon très libre, il n'y avait pas de tabou, tu pouvais poser les questions que tu voulais, et ils sont toujours ensemble, ils représentent le couple idéal, qui sont toujours mariés après 40 ans de vie commune, donc tu vas avoir cette image-là où tu vas essayer de t'identifier. Et ton conjoint, lui, il va être dans un système où ce sera un petit peu plus compliqué parce que ses parents ont divorcé quand il était très jeune. Il a appris la sexualité avec la pornographie parce que c'était un sujet tabou à la maison, on ne pouvait pas en parler. Donc, il va pas avoir du tout la même construction que toi. Okay, et du coup, ça va apporter une différence aussi sur le désir parce que vous n'allez pas réagir à la même chose et vous n'allez pas réagir de la même façon au même moment. Donc, c'est clair. Ok, et la pornographie, ça a quelle incidence, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus, surtout avec la montée du masculinisme, etc., on entend aussi de plus en plus que la pornographie, ça amène aussi quand même à la violence, en fait, à force de consommer. Alors, je dis pas, bien sûr, on regarde un petit porno de temps en temps, ça y est, on va devenir fou, hein. Mais les hommes qui, en fait, s'éduquent avec la pornographie font qu'en fait, ils vont regarder des choses de plus en plus violentes et être eux aussi peut-être de plus en plus violents dans leur rapport. Est-ce que toi, tu le vois aussi au cabinet ou... Je m'en rends compte, mais j'apporterai une nuance. C'est-à-dire que autant il va y avoir des consciences éveillées où ils vont dire bah je consomme de la pornographie, mais j'ai bien conscience que c'est pas la vraie vie. J'ai bien conscience que ce sont des acteurs, que une scène qui dure 5 minutes à l'écran va demander 2 heures de préparation, de retouches, de reprises, etc. Et il va y avoir des personnes qui ne vont avoir été biberonnées qu'au porno et qui vont avoir la sensation que c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand ils vont se retrouver avec une femme qui sera peut-être un peu moins ouverte que l'actrice, qui proposera moins de positions, moins de pratiques, où ce sera peut-être un peu moins fluide, bah, ça va créer un nœud parce que lui, il va se dire, mais je comprends pas, c'était comme ça normalement. La femme va se sentir un peu comme une femme objet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de porno éthique. Oui, aussi, parce que là, jusqu'à il y a peu d'années, le porno était vraiment fait par des hommes pour des hommes, avec vraiment le côté fantasme, visuel, parce que les hommes sont beaucoup plus, et encore une fois, c'est une généralité que je fais, mais c'est pas totalement uniquement ça. Bien sûr. Mais il va y avoir un côté très visuel chez l'homme, un côté très scénaristique, très j'imagine ce qui va se passer. Et du coup, ça vient aussi beaucoup du porno parce que c'est scénarisé le porno. Donc du coup, on s'identifie aussi probablement aux acteurs. Donc par des hommes pour des hommes, le porno à l'époque où la femme n'était pas forcément très respectée. On a eu l'épisode après de MeToo, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé où en fait la femme s'est remise au centre et n'est plus devenue objet mais sujet réellement de sa sexualité, de son désir. Et il y a de plus en plus de productrices femmes qui pouvaient aussi être des actrices avant et qui ont décidé de remettre Erika Lust notamment, qui propose en fait du contenu éthique valorisant la femme, la place de la femme, et qui puisse plaire en fait aux deux partenaires parce que du coup ça évite que ce soit un peu trop bestial. Mais après ça va dépendre aussi de ton langage de la sexualité. Il y a des personnes qui vont être très dans le primal. Assez le langage assez cru, les gestes assez durs. Il y a des personnes qui apprécient ça. Et c'est ce qu'on va retrouver majoritairement dans les films pornographiques grand public. Derrière, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui a plus un langage sensuel, qui est plus dans le massage, dans le préliminaire, dans tout ce qui va être la douceur, ça va être compliqué parce que du coup, les deux en face, ils vont pas se comprendre. Oui, c'est clair. Et c'est pas j'ai pas envie de te comprendre, c'est comme si je te disais, toi tu nais, tu parles français, tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui va parler espagnol, il va parler qu'espagnol. Vous allez essayer de vous comprendre, ça va être compliqué. Bien sûr. C'est pas qu'il veut pas te comprendre, c'est qu'il a pas les éléments. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu vas naître avec un langage qui est prédominant et il va falloir que tu apprennes à parler d'autres langues. Mais au début, tu vas penser que la tienne, c'est la seule et l'unique dans laquelle tu peux t'exprimer, dans laquelle tu peux comprendre l'autre. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Ok. Et t'as des hommes qui viennent... Enfin, par exemple, seul en te disant, bah écoute, je vois que je suis trop dans justement le porno et tout, et j'arrive pas en fait à trouver de femmes. Oui. Ouais, il y en a.
Il y en a parce qu'ils vont avoir cette croyance et cette influence, ce conditionnement. Et l'idée, moi, dans mon boulot, ça va être aussi de casser les mythes, casser les croyances, reconditionner les choses. Parce que c'est comme si tu te disais... j'ai été élevée dans une famille très pieuse, très croyante, où on te dit que le sexe c'est pas hors mariage, que le divorce c'est hors de question. Donc ça c'est un conditionnement. C'est culturel. J'ai été élevée dans ce contexte-là. Est-ce que ça te convient toujours? Et tu te questionnes, est-ce que ça me convient toujours de penser comme ça? Ou est-ce que j'évolue avec mes expériences, mes perceptions, et je décide de sortir un peu de ce carcan et de m'ouvrir à qu'est-ce qui peut exister d'autre qui me convienne mieux pour que je sois moins culpabilisée de me dire ce que je vis, c'est pas si anormal que ça, parce que la normalité de toute façon n'existe pas. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ta normalité ne va pas être la même que la mienne. Et pour autant, on n'a pas ni tort, ni raison, ni l'une, ni l'autre. C'est simplement qu'on a notre vérité à nous. Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Et qu'est-ce qui souvent fait vaciller un petit peu dans... Alors pourquoi les couples viennent te voir, surtout par exemple, j'imagine, après avoir eu un enfant, ce genre de choses? Alors je remarque pas tant la naissance, mais plus la charge mentale liée à l'arrivée des enfants. Alors c'est pas des couples généralement qui vont avoir un enfant depuis 1 ou 2 ans, hein. C'est des fois des gens qui vont arriver un peu en bout de course, en mode on a tenu pendant des années, on a les enfants qui ont 6, 7, 8, 10 ans, voire des fois même plus. On a beaucoup donné sur l'éducation, on a beaucoup donné sur la construction de notre foyer, de notre maison, les travaux, etc., etc. Et on se retrouve plus. On s'est perdu. En fait, dans la routine du quotidien, on s'est paumé, on se retrouve plus. C'est vrai que ça va tellement vite, franchement. C'est ça. Donc, tu vas avoir, elle a jamais envie, oui, mais lui, il en a tout le temps envie, ou inversement, tu vas avoir, j'ai pas été à la hauteur, donc du coup, il a été cherché, ou elle a été chercher ailleurs, ce que je ne pouvais pas lui apporter, et du coup, on essaie de se reconstruire, on essaie de passer au-dessus. Après l'infidélité? Après l'infidélité, on essaie de passer au-dessus, de comprendre les motivations, de reconstruire, parce que il y en a beaucoup, c'est je viens pour décharger, je viens pour comprendre. Moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est OK, comprendre pourquoi c'est important et que chacun prenne sa part de responsabilité, parce qu'on est toujours 2 dans un couple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire et comment vous avez décidé de reconstruire par-dessus ça? Parce que c'est dur après une... C'est qui tout double. C'est soit on n'arrive pas à passer au-dessus et c'est fini, soit on reconstruit différemment parce que ça pourra jamais être comme avant. Parce qu'il y a des personnes qui repartent comme si c'était rien passé. Mais c'est le meilleur moyen pour te recasser le nez après. Bien sûr. Parce qu'en fait, on n'a pas creusé le pourquoi et on n'a pas remis les bonnes solutions aux bons endroits pour éviter que ça se reproduise. Donc, parce que tu penses que... Alors moi, tu penses qu'un homme qui a déjà trompé, il peut ne... Enfin, comment dire? Un mec qui a déjà trompé d'autres relations et tout, il se met avec quelqu'un, machin. Ça va pas... Alors moi, j'ai vraiment du mal avec ce truc de me dire... Après, moi, c'est très personnel, hein, mais de me dire que j'ai ma responsabilité si mon mec me trompe. Pour moi, en fait, c'est pas de ma responsabilité, parce que déjà, ça veut dire qu'il est pas venu me parler pour me dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que je pense qu'on peut quand même travailler avant que ça arrive. La communication. Voilà. De 2, si, par exemple, au lit, etc., ça va pas, pareil, il est pas venu m'en parler. Enfin, en fait, je me dis à quel moment, moi, je vais être responsable d'une faute que lui a faite. Alors, c'est pas forcément faute. Responsabilité ne veut pas dire forcément faute. Une personne qui va avoir un mode de fonctionnement et un schéma répétitif, c'est quelque chose qui doit travailler, effectivement. Oui, ça, c'est lui lui-même, quoi. S'il peut y avoir un schéma répétitif qui se passe. Cela étant dit, tu recherches quelque chose. Et c'est pas forcément la faute de l'autre, hein, c'est pas le sujet, c'est pas forcément la faute de l'autre. Mais à partir du moment où toi, tu as décidé de travailler sur ton couple parce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose à sauver, qu'il y a des belles choses, que tu peux pas tout envoyer aux orties à cause, et je mets bien entre des guillemets parce que ça a quand même sa place et son importance, d'une infidélité, c'est d'essayer de comprendre comment on peut fonctionner à 2 différemment. Mais les 2, pas un. Oui, bien sûr. Pas une personne, c'est pas que celui qui a trompé, mais c'est pas celui qui a été trompé seul. C'est vraiment le fonctionnement du couple ensemble, en tant qu'unité. On est chacun de son côté, on doit chacun travailler sur des choses, mais en tant que couple, comment on peut travailler ensemble? Oui, c'est pas en mode je rejette la faute, parce que souvent on entend les hommes quand ils trompent, c'est oui, mais tu m'as pas donné ce que je voulais, oui, mais ça allait. En fait, je suis frustrée. Voilà, en fait, c'est jamais de sa faute, quoi. C'est le mec, alors c'est. Je dis ça, j'abuse que doit y avoir des hommes qui doivent prendre leurs responsabilités, mais souvent c'est quand même assez rare. Et souvent on entend, et les femmes d'ailleurs quand elles se font tromper, c'est
ah bah je fais plus attention à moi, c'est vrai que je lui donnais pas assez, ah j'ai pris un petit peu de poids. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là de les hommes c'est pas de ma faute et les femmes Se culpabilise. ouais, énormément. Alors que bah en soi On cherche une raison. On c'est cherche vrai. une raison et comme l'être humain a du mal à prendre ses responsabilités parce que ça voudrait dire que il est responsable, il va avoir tendance, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Ah oui, c'est vrai. Non mais mais c'est de ta faute. Non, c'est pas de ma faute, c'est toi, c'est de ta faute. Très peu de personnes ont suffisamment de conscience et d'introspection pour pouvoir admettre, oui, j'ai merdé, et essayer de comprendre pourquoi il a merdé. Est-ce que c'est un schéma répétitif dû à ses conditionnements, à son fonctionnement? Est-ce que c'est un dysfonctionnement à l'intérieur du couple? Tu vois, parce qu'effectivement, tu peux avoir des personnes, c'est un schéma de répétition. Et quelle que soit la femme qu'ils auront dans leur vie, ils tromperont, quoi. Il y aura ils iront chercher quelque chose. Voilà, ils iront chercher quelque chose. C'est pas forcément un manque. Mais après, c'est savoir si tu décides de continuer à rester avec la personne, qu'est-ce qu'on met en place comme solution pour que ça se reproduise pas. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où tu travailles sur la personne, tu travailles sur le couple, et même si tu travailles des fois que sur une des deux personnes, dans un couple, si tu changes la dynamique de l'un, ça fera forcément changer la dynamique du couple. Ok, est-ce que des fois, tu vas avoir des hommes ou des femmes qui viennent te voir individuellement pour des histoires d'infidélité? Oui. Ok, d'accord. Je viens te voir parce que mon mari m'a trompée et j'ai du mal à passer au-dessus, mais je voudrais absolument sauver ma famille, en fait, parce que la personne, elle a une valeur famille qui est très forte. C'est même pas tant le conjoint, c'est on a les enfants, on a le chien, on a la maison. Je voudrais pas envoyer tout ça aux orties, donc comment je fais pour passer au-dessus? Donc tu peux accompagner la personne sur le pardon. Maintenant, c'est toujours mieux de voir le deuxième conjoint parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui va pas travailler sur lui et qui a un schéma de répétition ou qui a quelque chose qui a à creuser, t'auras beau travailler sur la confiance en la personne, parce que l'idée, c'est aussi de lui rendre sa confiance à la personne en lui disant, bah non, faut pas que ça te détruise. Oui, ça fait mal, oui, c'est blessant, mais tu n'es pas réduite à être la femme trompée. Tu n'es pas que ça. C'est pas, ne te mets pas dans une case, tu n'as pas une étiquette sur le front. C'est redonner aussi sa place à la personne qui a été trompée. Tu vois? Ok, ouais. Donc c'est aussi ça ta responsabilité. C'est de reprendre ta place. Ne pas te limiter, victime, voilà, ne pas te limiter à je suis la victime, je suis la personne trompée. Ok. Non, enfin, ça n'a jamais avancé à rien. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que ça doit être hyper difficile, déjà de reprendre confiance en soi et en conjoint. Exactement. Ça va être beaucoup de... Et c'est mon boulot. Ouais, et purée. Et c'est mon boulot. C'est vrai que moi, je pourrais jamais faire ce boulot, parce que alors moi, je suis très... quand mes copines, elles me parlent, non mais ça, c'est inacceptable. Quitte-le. Ouais. Alors, ça demande aussi, et je dis pas que tu l'as pas, Maëva, mais ça demande aussi une ouverture d'esprit dans le sens où, en fait, on se rend compte aussi, quand on avance dans l'âge, quand on rencontre des situations, que ce qu'on est capable d'accepter chez l'autre, des fois, on l'accepterait pas chez soi, et inversement. C'est-à-dire que on n'est pas tout blanc, personne ne l'est. Ah, mais bien sûr, oui, oui. Et des fois, quand tu avances dans la vie, tu te dis, bah, ce genre de choses, je me serais jamais sentie capable de le faire il y a un mois, 1 an, 10 ans. On évolue, on est des êtres en perpétuelle évolution. Et de se dire que tout le monde a ses raisons de faire ce qu'il fait. Légitime ou non, je suis pas en train de dire il faut accepter, il faut dire amen à tout. Oui, oui. On n'est pas là pour, voilà, effectivement, on n'est pas là pour juger les personnes, on est là pour les accompagner vers là où ils souhaitent aller. Et des fois, là où ils souhaitent aller, des fois, c'est la rupture. Il y a des fois où tu peux pas réanimer des morts. Enfin, quand les personnes, elles sont totalement, ça a été trop douloureux et qu'elles sont incapables de pardonner, tu peux rien faire. Et ça, t'as déjà eu des couples où tu leur dis, bon, bah là, moi, je peux. C'est même des fois eux qui le disent. Ils viennent en mode, c'est notre dernier espoir, et en fait, tu discutes avec eux, puis tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Et là, tu peux accompagner sur la séparation, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on essaie de faire ça en bonne intelligence, plutôt que de s'envoyer des crottes de nez à la gueule, l'autre, en mode, c'est toi, oui, mais non, c'est toi, machin. On le fait, c'est humain. Parce que la colère, parce qu'on a notre ego qui a été touché, on a notre fierté qui a été giflée, tout simplement. Oui, puis encore une fois, je pense que comme tu dis, c'est oui, mais c'est toi, et en fait, on se met dans ce schéma-là, et l'autre attaque aussi, et en fait, on s'en sort pas. On s'entend pas. On s'entend pas. Donc, tu peux accompagner les personnes dans le pardon, tu peux accompagner les personnes dans la reconstruction ensuite, une fois qu'on a pardonné, je le vois un peu comme un terrain miné. J'arrive avec un terrain miné parce qu'il y a eu, t'as entaillé ma confiance parce que tu m'as trompée, ou t'as pas pris soin de moi, ou tu m'as forcé à faire des choses que je ne voulais pas. Donc ça dépend des sujets. Là, on parlait de l'infidélité, mais ça peut être 1000 autres choses. Ouais, bien sûr. T'as pas été présente à des moments importants de ma vie, puis maintenant t'es en train de me reprocher de me fermer à toi. Mais moi, pour pouvoir m'ouvrir à toi, j'avais besoin que tu sois présent, qu'on ait des moments de qualité, qu'il y ait une connexion, que je sois pas juste, en gros, un réceptacle. Pour parler crûment. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le désir,
pour en venir à ça, on va chacun avoir les conditions optimales pour pouvoir l'atteindre. Donc, il y a des personnes qui sont très réactives, elles vont voir un bout de sein et tout de suite, elles vont être excitées. Il y a des personnes, ça va être quand ma panière de linge, elle va être vidée, que ma liste des courses, elle sera faite. En fait, la maison est propre. Elles seront dans des dispositions à ce moment-là, mais pas avant. Il y en a certaines, elles vont te dire, moi, j'ai besoin d'aller voir un film avec mon mari ou aller au resto, passer un moment sympa et pas avoir la sensation d'être là que pour du cul. Il y en a certains qui vont te dire, moi, j'ai besoin de parler avant. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin qu'on ait cette connexion, qu'on ait ce lien. Il y a des personnes qui vont plus être dans le jeu de rôle. J'ai besoin de me mettre en scène, j'ai besoin de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça peut changer tout au long de la vie. On peut être d'une certaine façon à un moment et une semaine après différemment. Mais c'est d'analyser ça aussi. Parce que si toi, demain, t'es un peu peiné, t'es un peu triste dans ce qui t'arrive et t'as juste besoin de t'épancher un peu, d'avoir une oreille attentive pour après te sentir bien et que ça dévie vers un câlin, parce que des fois, ça fait du bien de temps en temps de déposer, mais que l'autre en face, il est très réactionnel et ton odeur le rend dingue. Ça va bugger. Donc du coup, lui, il va pas comprendre parce que non, mais je suis en train de lui montrer que je l'aime, que je la désire, que je la veux. Pourquoi elle me refuse? Toi, t'étais pas en état. Il te fallait autre chose avant pour pouvoir te permettre de te lâcher. Ouais, bien sûr. Donc, je sais même plus pourquoi on en était là. Ouais, je sais pas. Ça part dans tous les sens. Mais voilà, le désir, c'est pas une ligne droite. La libido, c'est une énergie, c'est fluctuant. On n'est pas au même stade toute la vie. Chez les femmes d'autant plus, c'est pour ça qu'on en parlait. Je crois que nous, ça vient plus tard, non? Le pic ou alors c'est peut-être que des conneries. Hein. Non, je sais pas. Enfin, dans des études, ils avaient dit que c'était à 25 ans, hommes et femmes, que le pic sexuel était le plus élevé. Après, j'ai envie de te dire, à 40 ans, il y en a certains qui, justement, avec la crise de la quarantaine, c'est à ce moment-là que ça va les chatouiller un peu. Nous, les femmes, on a d'autant plus aussi cette histoire de cycle hormonal. Enfin, cette histoire. Ouais, ça, c'est vraiment... qui va aussi influencer les moments où on va être plus ou moins encline à avoir envie d'avoir des moments d'intimité. Et chez certaines personnes, ça va pas avoir d'influence. Il y a des femmes, pendant leurs règles, elles vont être incapables de faire quoi que ce soit, sans parler de pénétration. Oui, bien sûr. La sexualité, ce n'est pas que ça. Et il y a des personnes, à l'inverse, elles vont être totalement dingues à ce moment-là. Donc, on peut même pas comparer d'une personne à une autre. Il y a des personnes que la ménopause, ça passe crème. Il y a d'autres femmes, c'est ultra compliqué et c'est la période la plus dure de leur vie. Il n'y a pas de comparaison. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Parce que on dit, moi, par exemple, je le vois en période d'ovulation. Après, je sais pas, est-ce que c'est mon syndrome des ovaires polykystiques qui me dérange tout, certainement. Mais c'est là où, normalement, je devrais être on fire, mais pas du tout, en fait. Non. Je me touche même pas, laisse-moi tranquille. Oui. Et c'est plus, peut-être, un peu avant les règles, et après, et pendant. Alors, c'est très pratique. Tu vois ? Bah oui. Non, mais c'est pour ça que y a pas de non, franchement, c'est vrai que c'est, alors je me dis, bon, c'est peut-être mon syndrome des ovaires polykystiques qui fait que. C'est probable ou pas? Ça, oui, c'est vrai. Ou pas. Après, pendant l'ovulation, en SOPK, tes ovaires, ils sont mis à rude épreuve et ils sont déjà inflammés, ils ont déjà mal. Ouais. Donc, il y a beaucoup de femmes ou par exemple, quand tu fais de l'endométriose. Oui. Typiquement, moi, j'ai fait de l'endométriose et j'étais comme toi, hein. En période d'ovulation, tu me touches pas. Je suis pliée en deux, j'ai mal, je souffre. Ouais. Donc, en fonction, effectivement, des pathologies qu'on va avoir ou, simplement de la personne que tu vas avoir, les périodes ne vont pas être les mêmes du cycle en fonction de la femme, quoi. Donc, pas forcément. Donc oui, et les sujets, oui, donc tu vas avoir majoritairement des différences de désir entre les deux partenaires qui sont liées au quotidien, qui vont être liées à une différence de langage sexuel, à une différence de langage du désir, à une tromperie, à t'as pas pris suffisamment soin de moi. Ça peut venir de plein de choses. Un trauma après une naissance, un handicap qui va apparaître. Enfin, il y a mille choses qui peuvent expliquer ça. Et après, tu vas avoir toutes les difficultés fonctionnelles. Donc, les personnes qui vont venir te voir parce qu'elles ont des douleurs pendant les rapports, les hommes qui vont avoir des difficultés d'érection ou d'éjaculation, des personnes qui vont pas se sentir en accord avec qui elles sont, tu vois, qui vont vraiment se culpabiliser parce qu'elles vont consommer du porno, qui vont considérer que leurs fantasmes sont dégueulasses, sont bizarres, sont anormaux. Non. Oui, c'est clair. Non. Tant que tout le monde est consentant, tant que ça concerne pas les gens et les animaux. Exactement. À partir du moment où tu es dans le respect et le consentement, non, des fantasmes, il en existe des milliards et des milliards. Ah oui, non, mais moi, c'est vrai que moi, j'ai pas... Alors moi, je suis très comme ça avec mes copines tout kit. Alors bien sûr, elles le font pas, hein, mais c'est vrai que je suis très... Je défends, quoi. Mais après, c'est vrai que par contre, au niveau fantasme et tout, j'ai jamais...
de jugement, parce que c'est pas ma place déjà d'en avoir. Chacun a les fantasmes qu'il a. Enfin, vraiment, de toute façon, comme je dis, tant que c'est dans le respect, comme tu viens de dire. Mais je regardais une vidéo, ça m'a fait penser à ça, hyper drôle, d'une américaine qui est certainement travailleuse du sexe. Et c'est là où tu te dis, mais des fantasmes, mais il y en a vraiment un paquet. Elle était avec un client, bon, elle pouvait rien faire parce qu'il y avait une mycose, je sais pas quoi. Le mec lui a dit, écoute, fais du levain avec ta mycose et fais-moi des petits pains. Elle a vendu 200 et quelques petits pains avec du levain mycosé, genre. Mais oui. Écoute. C'est énorme. Et je me dis, mais pourquoi tu vois, enfin, par contre, là où je me dis, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Je connais pas de femmes et je vois pas, en tout cas, de site internet ou même des travailleurs du sexe, par exemple, sur les plateformes, etc. Souvent, c'est des hommes qui vont consommer d'autres hommes. Tu vois, par exemple, je sais pas, je connais même pas qui travaille, qui peut avoir des plateformes comme Mime ou quoi en homme. Je sais qu'il y en avait dans la télé-réalité. Et souvent, c'est des hommes, en fait, qui vont leur envoyer des messages et tout. Ils ont très peu de femmes qui viennent payer pour consommer, en tout cas. Et pareil, pour ce genre de choses, les femmes n'en veulent pas acheter, je sais pas, des chaussettes sales, des slips. Il y a une explication qui peut être donnée par rapport à ça. C'est qu'en fait, les hommes sont moins bien lotis que les femmes. Je te donne un exemple très con. Tu vas dans la rue en tant que femme, tu te mets à poil et tu dis qui veut de moi. Tu vas avoir 15 mecs qui vont débouler. Ouais, bah oui. Un homme qui se met tout nu dans la rue qui dit qui veut de moi. Il se fait embarquer par la police. Voilà. Donc si tu veux, les hommes, c'est pas qu'ils ont, je dis pas qu'ils auraient pas le choix que d'eux, mais comme ils sont peut-être moins sollicités de façon spontanée et même quand ils se proposent, du coup, ils vont trouver leur plaisir par des moyens autres. Détournés, quoi, en fait. Ok. Si forcément, quand on a envie, il n'y a pas grand monde qui vient, bah, il faut bien que tu trouves un moyen, alors soit la prostitution, soit des sites internet où tu vas avoir en fonction de tes préférences, parce que j'appellerais pas ça, moi, des déviances ou quoi que ce soit, parce que c'est une préférence, tout simplement. Sauf si tu arrives dans des cadres de paraphilie, et les paraphilies, là, ça devient vraiment médical, c'est d'obsessionnel. C'est vraiment des gens qui vont avoir, si j'ai pas ça, je peux pas être excitée. Qui vont vraiment avoir un côté obsessionnel sur quelque chose en particulier. Mais quand tu as une préférence, je sais pas, moi, un mec qui va aimer les pieds, par exemple. Va aimer ça, mais voilà, il peut très bien être excité par autre chose, mais il aime bien, il a cette préférence-là. Et que sa nana n'aime pas ça ou quoi que ce soit, bah, il va avoir la possibilité par ces biais-là d'avoir accès à quelque chose qui va lui faire du bien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du moment que ça reste contrôlé et que ça reste légal et compagnie, il n'y a pas de mal à ça. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'on voit plus ça chez les hommes, par exemple les pieds. J'ai jamais entendu une copine dire moi j'adore les pieds, lécher les pieds ou tu vois, c'est très masculin. Après, quoi. Alors tu vas en avoir, c'est juste qu'on en parle moins. Tu penses ? Tu vas en avoir, mais tu en auras moins, ouais. Mais quand même moins. Oui, t'en auras au final. T'en auras moins parce que les hommes, par définition, sont beaucoup plus aventuriers, sont beaucoup plus curieux, ont beaucoup plus envie de connaître, parce que justement, on leur a laissé cette place. Si même c'est moins accessible pour eux. Une femme, encore une fois, hein, une femme, elle a plus facilement à voir ce qu'elle veut si elle communique, en tout cas, parce que ça c'est important aussi, c'est que tu vas avoir une difficulté de communication. Les gens vont avoir du mal à mettre en mots ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient, leurs fantasmes, parce que c'est tabou. On n'en parle pas, il va se foutre de ma gueule, non, je suis trop timide pour ça. Les hommes vont plus avoir cette facilité à communiquer. Parce qu'on leur a laissé aussi peut-être cette place, ça existe encore, les hommes qui ont une sexualité importante, c'est des cadors. Nous, c'est quand même vachement plus tabou aussi. Oui, parce que tu vas avoir aussi t'as une gonzesse, t'es un donjon. Pour une nana, t'as plein de mecs, t'es une salope. Bah, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a aussi cette place-là qu'on nous a pas laissée, même encore plus, même aujourd'hui. Une femme qui parle de sexualité, c'est pas forcément toi, tu dois le savoir, d'ailleurs. C'est pas très bien vu. Et puis, dès que tu parles, de sexualité, comme tu dis, soit t'es une pute, soit t'es une travailleuse du sexe, soit on doit t'envoyer des trucs, j'ose à peine imaginer. Ah oui, oui. Alors, sexothérapie, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent homosexes. Il y a rien derrière. Oui. Je vais te donner un exemple très bête. Mon mari, quand on a monté mon entreprise l'année dernière, on n'est pas parti en vacances l'été, on a économisé pour lancer mon entreprise. Et donc, au moment où il a laissé ses clés au bureau, la secrétaire lui dit lundi, il lui dit non, je suis en vacances pour 3 semaines. Ah oui, c'est vrai, vous partez? Il lui dit non, cette année on part pas, on économise pour le lancement d'entreprise de ma femme. Ah, et elle va faire quoi? Elle va être sexothérapeute. Ah, tu dois bien t'amuser à la maison.
Il y a toujours ce côté, quand on parle des fois aux gens qui te regardent avec un sourire en coin. C'est-à-dire que toi, t'es hyper libérée, quoi. Ben, c'est ça. Et en fait, on s'arrête à ce côté-là, mais en fait, faut voir un peu, c'est comme si je te disais, c'est génial d'être gynéco. Ouais. Mais tu vois pas que des super trucs quand t'es gynéco. Ouais, tu vois pas que la nana qui sent bon, qui a aucun problème, qui est super bien gaulée. Non, tu vois aussi les personnes qui vont avoir des maladies. Qui vont, oui, quand tu vas voir gynéco, souvent c'est que voilà. tout va pas bien. Hein. Voilà. On va dire que moi j'ai 95% de personnes qui viennent régler une difficulté qui est impactante dans leur vie et dont ils souffrent. Et peut-être 5%, oui, de personnes qui viennent te voir en disant moi ça va pas trop mal, mais je suis sûre que je peux aller grappiller du mieux. Ok, d'accord. Tu vois? Ok. Ah, t'as quand même des gens qui se disent, bon, ça va, mais il y a peut-être des trucs qui m'intéressent et j'ose pas trop. C'est ça. J'ai une question spot. Et c'est souvent des gens qui vont venir une fois parce qu'ils ont une interrogation ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui va nécessiter un suivi. Parce que ça, c'est pareil. Tu peux dispenser des informations à quelqu'un qui va se poser des questions, notamment sur les fantasmes, les pratiques, qui veut s'ouvrir au libertinage. Nous, ça va très bien dans notre couple, mais on voudrait s'ouvrir à libertinage, mais on n'a pas les codes, on a peur de mal s'y prendre, on a peur de faire un impair. Est-ce que tu peux nous donner des indications pour voir comment on peut intégrer le milieu et que ça se passe bien? T'as pas besoin de 15 séances pour ça. Tu donnes des informations. Ok. Donc, ouais, en fait, tu fais énormément de choses. Enfin, t'as un panel immense, quoi. C'est ça. Immense, c'est trop bien. Tu parles d'énormément de choses. Et donc, pour en revenir aux photos et tout ça, oui, donc les gens s'arrêtent homosexe. Quand j'ai démarré mon activité sur les réseaux, je ne passais pas un jour sans recevoir un dick pic. Sans recevoir une photo intime ou voir des vidéos. J'ai déjà reçu des vidéos d'hommes en train de se faire plaisir. Jamais de femmes. Ah ouais. Toujours des hommes. J'étais prête à faire un annuaire. Quel enfer. Pierre Perret, tout. Je crois qu'on peut porter plainte maintenant. Hein. Alors, du coup, moi, j'en étais arrivée à... La dernière fois, j'ai reçu une vidéo. J'ai répondu avec pas de bonjour, rien. Juste la vidéo, genre, je te balance le truc. Ouais. J'ai répondu, je ne comprends pas le concept. Et il m'a répondu, c'est à toi de décider. Et là, je lui ai renvoyé un message en lui disant l'envoi de photos ou de vidéos à caractère sexuel non sollicité sont passibles de poursuite. Ah ok, j'enlève. Donc maintenant, j'ai mon petit texte avec le texte de loi, le machin, le truc en mode tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est répréhensible par la loi quand même. Et pourquoi tu vois ça, par exemple? Enfin, pourquoi quel enfer. Ouais, mais c'est en fait alors c'est pas un viol, mais pour moi c'est un peu comme une agression, quoi. C'est une intrusion, oui. Parce qu'en fait, t'as pas donné ton consentement, j'ai pas dit tu oui vois pour ça, enfin, c'est pas le... J'ai pas dit oui pour ça, concrètement, non. Quel enfer. Ah, puis je te passe les personnes qui prennent des rendez-vous et puis qui la veille ou le jour même t'appellent en disant, bon, par contre, je suis exhibe, est-ce que je pourrais me mettre tout nu dans votre cabinet? Mais pardon. Et en fait, là, tu sais très bien que la personne, en fait, elle ne voulait pas venir pour une consultation. Elle avait juste envie de s'exciter. Donc, du coup, moi, j'ai mis en place un système de questionnaire avant la prise de rendez-vous. Comme ça, au moins, j'ai déjà des informations. Et je me dis que si la personne n'est pas sérieuse, elle irait pas au bout du process de remplir un questionnaire. Je mets une charte qui explique qu'il n'y a pas de drague, il n'y a pas d'excitation, je ne te touche pas en séance, tu ne me touches pas en séance. Est-ce que tu es OK avec ça? Comme ça, au moins, la personne signe une charte de respect de la consultation. Parce que effectivement, t'en as certains qui peuvent s'imaginer que, ou alors certains qui t'appellent et qui te disent, elle comprend quoi votre prestation? Je crois que tu n'as pas bien saisi le concept. Oh mon Dieu. Voilà. J'aurais pas la patience. Donc c'est pour ça que au début. Et t'arrives à encore être hyper pro. Alors pas pro, mais tu vois, bon, moi déjà, je suis hyper renseignée sur tout ce qui est agression sexuelle, etc. On voit que c'est 98% des hommes. Toi en plus, tu vois ça en plus, et t'arrives à être tu sais, encore avoir le bon soupçon sur un homme et tu vois, avoir ce truc-là de te dire ils sont pas tous pareils, quoi. Bah oui. Mais c'est hyper difficile. Non, parce que je pars du principe que c'est pas pour une minorité de cons que tu dois te bloquer du reste de la population qui souffre. Ouais, t'as pas peur de te mettre enfin, parce que, tu vois, avec des mecs pareils, il y a quand même des dangers, quoi. J'ai une bombe lacrymo dans mon siège. Vraiment. Voilà, on vous prévient, les mecs. Faites gaffe. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu intégrer un centre pluridisciplinaire pour pas être seule. Il est hors de question que je le fasse de chez moi, pour protéger ma vie privée et mon entourage, et éviter que... J'ai déjà eu une fois un gars qui venait pour un sujet sérieux, il n'y avait pas de souci là-dessus, il avait rempli le questionnaire, et à la fin de la séance, il regarde l'heure et il me dit « Ah, il est 13h, c'est l'heure d'aller déjeuner, je peux vous inviter ?» Non. Non. On reprend rendez-vous et là il me dit j'aimerais bien vous revoir mais pas dans un cadre thérapeutique. Bon, après ça restait gentil, il a pas été il tente. Et je lui ai dit non, puis là je vais pas pouvoir vous garder parce qu'il va falloir que je parte. Et j'aurais peut-être jamais dû dire ça, le mec m'a attendu 20 minutes devant le cabinet dans sa voiture. J'ai attendu qu'il parte.
pas voulu appeler la police ni rien, parce que je me dis, si ça se trouve, le mec, il était sur son téléphone, il faisait autre Oui. chose. J'ai pas voulu présager forcément de Ouais. quelque chose. Ça m'est arrivé une fois. Et j'ai attendu qu'ils partent. Je me suis mis en retard sur mon propre impératif à moi. J'ai attendu qu'ils partent pour partir. Et j'ai jamais eu de nouvelles derrière. Ouais. Mais Ouais, donc c'était gentillesse sans... Mais je pense que quel que soit ton boulot, tu peux être face à des gens, bah, ils tentent. Oui, Ils non, tentent. mais après, bien sûr, il y a Ils à tentent. tenter, La mais... caissière, le médecin, n'importe qui peut Bien être face sûr. à quelqu'un, bah, tu me plais, je vais commencer à tenter une ou deux choses, on verra, si ça prend, tant mieux, Bien j'ai peut-être sûr. une chance. Bien sûr. Donc, et ça encore, c'est gentil, mais je sais que j'ai des consoeurs qu'on puisse se retrouver dans des situations difficiles. C'est pour Ouais, ça c'est que ça. le questionnaire avec le cadre qui est signé, même si ça n'empêche pas tout, au moins il y a quelque chose qui est signé. Si tu déroges, t'es plus dans le cadre dans Bien lequel sûr. on était, et les protections que je vais avoir pour si jamais tu tentes quelque chose. Ça fait peur quand même, hein, franchement. Après, je pense qu'après, c'est un peu comme partout. Je pense que personne n'est à l'abri nulle part. Ah bah non, bah ça, de toute façon... Parce que sur les réseaux, c'est facile d'envoyer une photo de kékette Bien derrière sûr. ton écran. Enfin, t'es pas touché. Enfin, il n'y a pas de lien, si tu veux. Donc, les gens se sentent protégés. Ils se Oui, disent, bien sûr, je derrière crains leur rien. ordinateur, Je oui. crains rien. Mais en consultation, j'essaie de faire ce qu'il faut pour me protéger. Parce que là, oui, effectivement, il n'y a pas cette barrière de l'écran. Bien sûr. Il y a pas, donc bon. Ouais, c'est clair. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, dans les prémices, bon, bien sûr, prendre rendez-vous avec toi, mais pour un petit peu, quand on voit que ça va pas, avec qu'on a un problème de libido, comment on peut un peu se retrouver soi-même, c'est quoi les trucs un petit peu bateaux. Les premières choses, qu'on va dire, la trousse d'urgence. Trousse d'urgence. Alors déjà, tu vas te reconnecter avec toi-même. Parce qu'avant de parler de se reconnecter avec le ou la partenaire, il va déjà falloir se reconnecter à soi-même. Parce que des fois, quand tu as une déconnexion, c'est que tu vas toi-même avoir la tête d'un côté, le corps de l'autre. Donc l'idée, ça va vraiment de te rapproprier ton corps. Donc te poser la question, est-ce que j'ai un problème avec l'image que je renvoie ? Donc j'ai des complexes, j'ai pris du poids, j'en ai perdu, je me sens pas à l'aise dans mon corps. Donc ça va être travailler là-dessus. Donc tu vas mettre des choses en place, je vais reprendre du sport, je vais reprendre une alimentation équilibrée, je vais faire du yoga parce que je me sens mieux comme ça, je vais changer ma coupe de cheveux, je vais aller m'habiller, je vais déjà me réapproprier mon image à moi. Je vais prendre du temps pour moi parce qu'on ne peut pas créer du temps de couple si on n'est pas capable de se créer du temps pour soi. On ne peut pas faire passer le couple avant soi. Donc, je prends un bain, je vais me balader en forêt, je fais des choses qui me plaisent. J'aime le sudoku, je fais du sudoku. J'aime le crochet, je fais du crochet. J'arrive à me dégager du temps pour moi. Je priorise, je m'écoute. Donc ça va être la première chose. Homme comme femme, qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me manque ? Analyser vraiment, mais qu'est-ce qui va me manquer ? Est-ce qu'il va me manquer de la confiance en moi ? Donc, relation au corps. Est-ce qu'il va me manquer du temps pour moi ? J'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression de faire tout pour tout le monde, mais moi, je suis quoi là-dedans ? Donc, se remettre au centre de sa vie. Ça va être la priorité. En couple, ça va être de réinitier de la communication, aussi compliqué que ça puisse être, mais de la communication non violente et qu'on ne soit pas dans le tu. Parce que le tu. Ouais. Ça va être je me sens blessée, je me sens mise de côté, je me sens pas écoutée quand il se passe ça et pas quand tu fais ça. C'est la base de la communication non violente, vraiment pour se faire entendre. C'est pas toujours facile, mais oui, c'est vrai que... C'est pas toujours évident, mais ça fonctionne partout avec nos gamins, non, mais c'est vrai, au boulot. Voilà, ça vrai. évite que la personne se sente prise à partie en mode « Oh là, qu'est-ce qu'on va des encore me reproches, reprocher ? En fait. Qu'est-ce qu'on va encore me reprocher ?» Ouais. Là, non, en fait, on te reproche pas. Je te dis, moi, je ressens ça de cette façon. Oui, c'est vrai que quand on communique, même si... Bon, moi, par exemple, dans mon couple, je trouve qu'on a une bonne communication, parce qu'on essaye... Enfin, voilà, on parle beaucoup, Moi, j'aime bien, en plus, faire des petits check-up. Là, est-ce que tout va bien ? Est-ce que, je sais pas, j'ai fait un truc qui t'a aidé ou est-ce que tu avais besoin de quelque chose et j'ai pas été là, ou justement tu avais besoin de plus de temps et j'étais trop accaparée. Parce que moi, c'est vrai que je suis très... comment dire ? Moi, j'aime bien passer du temps avec la personne que j'aime, quoi. Donc, j'aime bien qu'on soit tous les deux, voilà. Donc, j'aime bien faire des petits check-up. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois de dire j'ai ressenti ça et pas oui, enfin, voilà, là, tout à l'heure, tu m'as saoulée parce que t'as fait ça, machin. C'est vachement plus simple que de dire j'ai ressenti ça quand il s'est passé ça. Un exercice tout con que tu peux te faire, c'est te dire que voilà, je te dis quelque chose, peut-être que, enfin, il faudrait que je trouve un exemple parce qu'à chaque fois je donne ce truc-là, mais j'ai jamais l'exemple qui, donc c'est ridicule. Mais en fonction de ce que tu vas dire à quelqu'un, la personne, en fonction de son vécu, en fonction de son expérience, en fonction de tout ça, de son caractère, de sa sensibilité, elle va prendre les choses d'une certaine façon. Bien sûr. Tu prends quelqu'un à côté, elle va prendre la chose de façon complètement différente. Ah bah oui, non, mais parce qu'elle va pas être sensible à ce truc-là. Parce que même des fois, on a l'impression de pas vivre la même situation. C'est ça. Donc t'as fait ça, tu m'as saoulée. Ouais.
dis-toi que s'il avait fait ça à quelqu'un d'autre que toi, Oui, ça l'aurait pas saoulé. Donc, le problème n'est pas Lui. la personne qui a dit, c'est toi comment tu as vécu la chose. Je dis pas que c'est toi le problème. Non, mais t'as raison, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui décides que ça la façon dont tu vis les choses. Et il y a un exemple que je prends souvent en consultation, j'adore cet exemple, c'est chaque événement, c'est un fait. C'est ni négatif ni positif. Ce qui fait que c'est négatif ou positif, c'est comment toi tu vas le vivre. L'exemple tout con, c'est il pleut. Je te dis il pleut. Instantanément, tu vas me dire c'est nul ou c'est bien. Ouais. T'as 2 gamins face à une vitre. Il pleut. Le premier va te dire c'est nul, il fait froid, c'est mouillé, moi je voulais aller jouer dehors, c'est déprimant, je suis coincée à la maison, ça me gonfle. Le deuxième va te dire moi j'adore parce qu'on est au chaud à l'intérieur, il y a les gouttes qui jouent sur la vitre, j'ai l'impression qu'ils font une course. On a besoin de la pluie parce que si on n'avait pas ça, il n'y aurait pas de fruits, il n'y aurait pas de légumes. Je vais pouvoir regarder un petit dessin animé. Exactement. Ou à contrario, je vais pouvoir mettre mes bottes et sauter dans les flammes et c'est super rigolo. Ma fille adore ça. Donc, tu as un événement, la pluie, qui est ni négatif ni positif. Et en face, tu vas avoir... Donc là, je t'ai donné 2 extrêmes, mais tu peux te situer un peu au milieu. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Comment j'ai décidé de vivre cet événement. Et au-delà de ça, pourquoi cet événement, il résonne comme ça chez moi. Ok, ouais. Tu vois, ça va vraiment être d'analyser tes pensées, analyser la façon dont tu vis les choses. Et tu as la possibilité, tu as la capacité de contrarier ta pensée quand elle ne t'est pas agréable. Ok. C'est toi qui la décides, ta pensée. Ouais. Ferme les yeux. Tu vois de l'herbe. Maintenant, tu la vois orange, l'herbe. Tu la vois ou pas orange, là Vas-y, rouvre les yeux. T'as contrarié, là. Ouais, c'est vrai. Même si ça n'existe pas, hein, soit l'herbe violette. Mais t'as décidé de la voir orange, tu l'as vue orange. C'est vrai. Donc, je te parle par exemple d'un sujet très... La mort. Ouais. La mort, pour beaucoup de personnes, c'est la tristesse, le manque, voilà. Mais en soi, la mort, c'est un événement. C'est un fait. C'est ni négatif ni positif. Dans certaines cultures, la mort est célébrée. Les gens s'habillent en blanc, chantent, dansent, s'amusent. Ça prouve bien que pour un même événement, bien sûr. En fonction de là où tu vas avoir grandi, de ce que tu vas avoir vécu, tu vas pas le prendre de la même façon. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Exactement. Et bien sûr. Là, nous, on est dans une culture où on doit s'habiller en noir, on pleure, on pleure. Et c'est ni bien ni mal. C'est simplement, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Mais si toi, t'avais décidé de te dire, voilà, ma grand-mère est décédée, oui, je suis triste parce que je l'aimais énormément, mais elle souffrait, elle-même, elle disait qu'elle avait envie de partir. Si jamais je me disais, je lui fais honneur parce qu'elle aurait pas voulu que je pleure, oui, elle va me manquer. En fait, la mort, c'est triste pour les personnes qui restent. Oui, ça, parce que c'est elles qui vont avoir le manque. Bah oui. Moi, si je meurs, ça va rien me changer. Et tu vas être en capacité de te dire, oui, mais si je me réjouis de la mort de quelqu'un, ça va être mal vu parce que dans notre culture, c'est pas comme ça que ça doit être fait. On doit être triste, on doit pleurer, on doit se morfondre, on doit porter le deuil ou je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a l'oppression du reste. Ouais. Si tu étais seule avec cette personne et que la personne t'avait dit quand je partirai, sois heureuse pour moi parce que je vais être délivrée, parce que je le voulais, parce que ci, parce que ça, t'aurais cette capacité de dire je m'en fous du regard des autres, je le fais parce que c'est ce que je ressens. Mais on va avoir ce côté, effectivement, les problèmes sont intrapersonnels. De toute façon, c'est toujours en fonction des autres. On va se comparer aux autres, on va faire en fonction de ce que les autres considèrent de bien ou de mal, de toute façon. C'est pour ça qu'on en reparlait tout à l'heure, tout ce qui est infidélité, dans la croyance populaire et dans la majorité des mœurs, c'est quelque chose de mal perçu. Mais tu as des populations qui vivent avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, ils se posent pas la question. C'est vrai. C'est comme ça. C'est leur culture, c'est leur habitude. Je dis pas que c'est ni bien ni mal. Oui, non, mais je comprends. C'est simplement la perception, comment t'as décidé de vivre la chose. Et si on te parvient comme étant quelque chose de négatif, t'as la possibilité de le vriller en positif. Parce que tes pensées, elles viennent de ton cerveau, c'est toi qui les génères. Oui, elles vont être intrusives, elles vont arriver, elles vont pas te demander ton avis, elles vont imaginer le pire scénario. Mais t'as possibilité de le contrarier, ça. Et parce que j'ai fait un épisode avec ma sœur justement sur la confiance en soi, et elle a justement un problème avec son couple, parce que le manque de confiance en elle fait qu'elle est hyper jalouse, et quand elle fait une crise de jalousie, elle me dit je n'arrive plus à penser, elle arrive plus à rationaliser, quoi. Mais t'as des techniques pour ça, du coup, dont celle-là fait partie, entre autres. Mais tu peux pas vivre constamment, c'est pas un jugement de ma part, c'est un fait. Ah oui, non, mais c'est clair. Tu ne peux pas vivre comme ça constamment, parce que ça te pourrit. T'es tout le temps sur le qui-vive. Qui peut vivre tout le temps? On a tellement d'autres choses à gérer. Comment tu peux vivre tout le temps sur le qui-vive? Et la peur n'évite pas le danger. Oui, ça, je lui dis tout le temps. Et moi, je dis de toute façon, tout se sait dans la vie. Ce que je dis aussi à mon mari. Tu sais, tout se sait. Moi, je m'en fiche, fais ta vie, mais tout se sait. Tout finit par se savoir.
Donc non, il y a pas mal d'outils qui peuvent être mis à disposition. Et donc oui, te reconnecter à toi en priorité. Ouais. Identifier les causes, pourquoi. Mettre des actions correctives en place. Il me manque du temps, il me manque de la confiance, il me manque de la sécurité, il me manque du contact. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait? Et ensuite, tu reconnectes à l'autre en priorité avec de la communication non violente. Et déjà, ça, c'est des outils qui peuvent déjà qui sont à la base. Et derrière, tu peux aller creuser, aller gratter, parce que si je te donne tous mes secrets, après, il y a des personnes qui vont venir me voir. Mais voilà, il existe 1000 choses. Il existe 1000 choses derrière. Mais ça, déjà, c'est l'essentiel, c'est la base déjà. Mais il y a aussi la pression de la société un petit peu, parce que comme j'en reviens aussi au fait qu'on se dit que les hommes ont plus de désir, et du coup, en tant que femme, quand nous, on en a plus, moi, je sais que ça m'est arrivé. Anormal. Bah, alors, moi, je me suis pas dit, je suis anormale, mais je me suis dit, bah, pourquoi mon mec, il me désire pas? Est-ce qu'il me désire vraiment? Et il me désire pas? Ou j'étais un peu en mode, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est vrai que ça fait bizarre, parce que j'ai toujours eu cette croyance que les mecs, en fait, ils sautent dessus. Bien sûr. Mis le nom dessus. Ah bah oui, mais c'est clair. Et comme on a la croyance qu'un couple, faut qu'il fasse l'amour, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par semaine. Enfin, en fait, on a ce truc qui nous met... règles. Oui, mais en fait, ça nous met une pression. Et la dernière fois, je parlais avec une copine, ils viennent d'avoir un enfant, machin, nana. Et elle me disait, ah, mais ça m'inquiète parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et en fait, c'est vrai que soi-même, on se met des pressions, et je pense que c'est pas bon pour la libido, au final. Non. Parce qu'on se met des pressions sur... faut laisser de l'espace. Ouais. Donc, si tu te rajoutes de la pression, tu l'espace. Mais c'est difficile dans la routine de se laisser de l'espace, quoi. Donc, oui, non, c'est primordial. Ouais, c'est clair. Et tu travailles aussi sur tout ce qui est confiance en soi, etc. Parce que alors ça, moi, confiance en moi, je sais pas par quel miracle, mais ça va, j'en ai. Je dis par quel miracle parce que, enfin, mes parents m'ont pas aidé là-dedans. J'ai toujours eu des problèmes de poids, mais je sais pas comment j'ai. Bah, je sais pas. T'as dû travailler ou ça t'atteint pas ou c'est pas. Ouais, je pense qu'à un moment j'ai dit en fait, c'est bon, stop, vous me saoulez tous, et j'ai arrêté de me prendre la tête avec les gens. Mais depuis du coup que je fais ce podcast et que je propose un peu à droite à gauche, bah les gens me disent, ah, j'aimerais bien, mais ah, je m'aime pas. Ah non, mais moi mon image je peux pas. Je me dis, mais et en fait, il y en a. Alors, je savais que il y a beaucoup, surtout les femmes, la confiance en soi, je pense qu'on a vachement de mal par rapport aux hommes. Alors, je sais pas, toi, tu me diras justement en cabinet comment c'est. Moi, c'est ça que je le ressens. On a vachement d'injonctions, la beauté, machin, etc. Et du coup, on a vachement moins confiance en nous. Mais je le ressens d'autant plus avec le podcast, et je savais pas que c'était autant présent chez les femmes. Et vraiment, de là à pas se mettre devant une caméra, quoi. Mais à pas s'y tromper, beaucoup d'hommes ont beaucoup de complexes aussi et beaucoup de difficultés de confiance en eux, parce que sur les hommes, il va peser le culte de la performance. Alors, je te parle au niveau sexuel. Oui, ça c'est vrai. Je te parle pas au niveau podcast. Non, mais t'as raison. Mais les hommes, ils vont avoir ce côté, il faut bander, il faut durer longtemps, il faut taper fort, il faut... Et ça, encore une fois, c'est des injonctions qui sont mises notamment par la pornographie. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je prône le sexe non pénétratif. Alors, ça peut être très important, oui, effectivement, ça peut être super sympa. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui va avoir des difficultés érectiles, il va se dire, mais il me reste plus rien. Mais non, en fait, il te reste 1000 choses. Parce que la pénétration, c'est une chose. Mais tout ce qu'il y a autour, il y en a 1000 autres. Et en fait, on veut nous faire croire que... Je suis désolée. C'est pas grave, t'inquiète. On veut te faire croire que la sexualité, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Parce que c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Partout, même dans les films. La dernière fois, je regardais encore une série, il jouit, et puis la nana est là, et je me dis, d'accord, donc là, c'est fini, quoi. Hey, pas d'aftercare, on n'en parle pas, on débriefe pas ce qui se passe. Donc, non, on veut te faire croire que c'est comme ça, l'image qu'on en a, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, on essaie de retirer un peu de pression par rapport à la fréquence, par rapport à la durée, par rapport aux pratiques, au déroulé même de l'intimité. Non, on s'enlève, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normalité. Parce qu'il y en a qui viennent vraiment en disant, c'est comme ci, comme ça, et en fait, j'arrive plus, je sais pas, soit la pénétration, soit les préliminaires, mais ils sont vraiment dans une routine. Au-delà de ça, j'ai envie de te dire, tu boufferais la même soupe tous les jours. Ouais, non, tu serais pas un peu écœurée, t'aurais pas envie d'une autre après, au bout d'un moment? C'est des fois, je fais des hyperfixations, mais après, j'en veux plus, quoi. Donc, c'est un exemple très bête, mais c'est pour ça que je te parlais aussi par exemple, de l'infidélité. Quand tu as un système de fonctionnement qui ne change pas d'un iota, qui ne bouge pas, et qu'il y a une plainte, une deuxième plainte, une troisième plainte, et que tu te dis, mais pourtant, je fais l'amour, donc il n'a pas à se plaindre. Mais à un moment donné où tu as juste envie de vivre un peu autre chose, je dis pas que c'est de la faute de la personne, mais il y a eu une communication qui n'a pas été suffisante, il y a eu des besoins qui n'ont pas été entendus, et derrière, ça mène à de la frustration, et derrière, ça mène à autre chose.
je dirais pas une connerie, parce que pour moi, l'infidélité, c'est pas... Et peut-être que je vais me faire balancer des pierres, et tant pis si je me fais lapider. Pour moi, l'infidélité, c'est pas une connerie, c'est un événement. Encore une fois, comme je t'avais expliqué, la pluie, c'est un fait. Il s'est passé quelque chose. Qu'on comprenne pourquoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est bien. Ouais. Mais il y a toujours des explications. Ah oui, mais ça, c'est clair et net. Il y a toujours des explications. Ça, c'est sûr. Après qu'elles aient été clairement verbalisées, clairement identifiées, c'est une chose, parce qu'il y a des personnes à se dire, bah non, de toute façon, ça sert même à rien que je lui en parle parce qu'elle sera fermée, donc autant que je fasse mon truc de mon côté. Ok. Donc là, la personne, oui, forcément, elle pouvait pas actionner quoi Bien que ce soit. Comment tu voulais que je fasse quelque chose, tu m'as rien dit. Ouais. Et c'est pas parce que la personne te dit, je m'ennuie un peu dans le lit, que tu vas tout faire et n'importe quoi. Bien sûr. Non plus. Ouais, ça, c'est encore une fois une histoire de consentement. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre dans le couple? Et c'est là qu'il faut se poser des questions aussi. Tu peux pas avoir un qui est là, l'autre qui est en bas, et il y en a un qui fait tout le chemin. L'idée, c'est de se trouver au milieu pour trouver un équilibre qui soit satisfaisant. Et comment tu fais pour justement faire cette balance entre le enfin, par exemple, la personne qui demande beaucoup, on va prendre vraiment une autre qui est peut-être un petit peu plus coincée, entre guillemets, j'utilise mes mots, voilà. Et comment tu arrives un petit peu à faire la balance sans renier le consentement de l'un, quoi? Je vais te répondre à quelque chose. T'as été frustré de nourriture quand t'es game. Dès que t'as pu y avoir accès, t'as été à l'orgie. T'as allé à l'excès parce que t'avais un manque, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si t'avais mangé totalement à ta faim quand t'étais jeune, t'aurais pas eu à chercher l'orgie parce que tu avais ce qu'il te fallait, ce qui te contentait. Donc à partir du moment où il y a une qualité suffisante, t'as pas besoin de chercher plus. Donc l'idée, c'est de se dire, si t'es à outrance, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un manque. Si tu arrives à trouver un équilibre, justement, donc pour la personne qui va vraiment être tout en bas, comprendre pourquoi elle est tout en bas, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui fait qu'elle est tout en bas, donc on en revient aux différences de désir. Est-ce que c'est conjoncturel? J'ai une charge de mental de malade, je m'occupe des gamins toute seule, j'ai un boulot de malade, j'ai subi un viol, j'ai un mari qui me tape dessus, donc forcément j'ai tout de suite envie, ou il s'occupe pas de moi, donc dès qu'il a envie de coucher avec moi, bah non, moi je vois pas pourquoi je te donnerais parce que toi tu m'as pas donné. Comprendre les causes. Et quand tu arrives à avoir la personne qui a pas du tout envie, ou tu comprends pourquoi elle a pas envie, et mettre des solutions en place pour que son désir, c'est pas faire des efforts, c'est répondre à son besoin. Si elle a pas envie, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas comblé. Donc l'autre au-dessus, forcément, il a rien, donc il va toujours avoir envie de plus, il va pousser, il va insister, limite des fois lui parler comme de la merde pour avoir ce qu'il veut, la secouer quoi en fait, et ça va être maladroit parce que ça va être contre-productif. Mais s'il y avait un équilibre, il y a des périodes dans la vie où tu auras un peu plus besoin, des périodes où tu auras un peu moins besoin, il fait beau, les hormones, les machins, les trucs. Mais si tu t'es retrouvé là, c'est qu'à un moment donné, c'est pareil, il y a eu un manque. D'un côté, il y a un besoin, de l'autre côté, il y a un manque. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre qui soit satisfaisant pour les deux. Et pas qu'on te force à faire ce que t'as pas envie. Bien sûr, et pas que toi, là-haut, on te dise t'as besoin de rien. D'accord. Et après, t'as des personnes qui, vont être dans l'excès, mais là, ça va être une problématique un peu plus lourde à aller chercher. Il y a des personnes qui vont avoir des pathologies, comme on parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des personnes qui vont avoir des paraphilies ou qui vont réagir qu'à une seule chose. Il y a des personnes qui vont avoir des besoins énormes. Ça, oui, il y a des personnes qui vont avoir des besoins énormes. Mais encore faudrait-il pouvoir avoir un équilibre aussi dans le couple. Bien sûr. Et il y a des fois des couples qui sont pas compatibles. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire grand-chose. Si vraiment il n'y a pas de compatibilité du tout, qu'il n'y a pas de discussion possible, qu'il n'y a pas d'adaptation possible l'un avec l'autre, où on se dit par exemple, je te dis une bêtise, tu rencontres quelqu'un demain, le mec il est dans le BDSM, il aime les liens, les fouets, il aime faire mal, avoir mal, et toi absolument pas. Soit vous allez réussir à trouver un terrain d'entente entre les deux, qui soit pénalisant ni pour l'un ni pour l'autre, soit c'est vraiment trop délicat, et là, ça va être ultra compliqué, parce qu'il n'y aura pas de communication ni d'adaptation possible. Oui, c'est clair. Et parce que ça existe, le fait de vraiment pas aimer le sexe, je me rappelle plus comment ça s'appelle. La sexualité? Oui. Il y a des personnes asexuelles qui n'aiment pas la sexualité. Et ça, est-ce que, genre, des fois, il y a des couples qui... Parce que je pense que être asexuel, c'est encore une fois... pas très banalisé. Et du coup, il doit y avoir des gens qui viennent te consulter en mode en fait, on n'arrive pas, mais est-ce que tu arrives à te rendre compte que la personne en face, elle est... Oui, parce qu'il va falloir poser des diagnostics, entre guillemets, quoi. Oui, tu vas justement, c'est là où tu vas écarter toutes les causes qui pourraient expliquer qu'elle n'a pas envie. Est-ce qu'elle a subi un trauma? Et ça, c'est quelque chose qui peut expliquer aussi le fait que j'ai plus du tout envie d'y aller, j'ai été souillée, j'ai été humiliée, Donc, tu vas écarter toutes les causes pour voir si, une fois que tu as répondu à tous les besoins, il n'y a toujours rien.
Bah là, oui, je suis désolée. Enfin, moi, j'atteins mes limites. Ouais, bah oui, c'est J'ai clair. plus de questions, j'ai plus d'outils à apporter pour essayer de comprendre comment on peut. Mais ça se fait pas en une journée non plus, ça. Ah Parce que bah du coup, non, tu as c'est tellement un de choses à travail. aller creuser Bah comme oui. information. Tu peux pas laisser repartir quelqu'un au bout d'une demi-heure en disant, bon, bah, j'ai tout checké, oui, t'es asexuel. Ouais, allez, bonne journée. Au revoir. Ça fera 80 €, merci. Non, il y a pas mal de choses à aller creuser. Bah oui, bien sûr. Tu vas aller regarder l'éducation, savoir comment la personne elle a été élevée, les conditions, les influences qu'elle va avoir eues, les événements qu'elle va avoir vécus, la relation avec la personne avec qui elle est. Ouais. Et tu peux même avoir des fois du transgénérationnel. D'accord. Je sais pas si ça te parle. C'est un petit peu. Alors moi, c'est plus dans l'énergétique, mais. Ouais, tu peux avoir des choses qui t'ont été léguées par tes aïeux, en fonction, et qui vont être retombées chez toi. Alors, faut être ouvert. Il y a des personnes qui sont totalement hermétiques et je l'entends. Mais faut savoir que quand t'es dans le ventre de ta mère, Oui, il y a déjà les ovules de. voilà. Ouais. Donc ça veut dire que ta fille, Oui, ma fille. elle était dans le ventre de ta mère. Ouais. Enfin, grossièrement. Oui, 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 oui. Mais du coup, quand on sait qu'il y a des événements qui peuvent passer d'une génération à l'autre, Bah oui. des traumas peuvent aussi passer d'une génération à l'autre et du coup, tu portes quelque chose qui t'appartient pas. Et après, c'est le travail. Moi, je ça du tout. J'ai notion que ça peut arriver, ouais, okay. Et je redirige vers quelqu'un dont c'est le métier. Okay. Quand vraiment tu vois que tu bottes en touche, toi, à ton niveau, qu'il y a tous les voyants qui sont au vert et qu'il n'y a pas de contre-indication à éclate-toi. Ouais. Non, ça bloque toujours. Bah, t'as possibilité aussi d'aller sur cette voie-là pour aller vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui a été coincé plus haut. Ok. Alors, encore une fois, faut être ouvert. Je sais pas si ça, tu le mettras. Ouais, ouais. mais... si, mais moi, franchement, enfin, surtout quand on en entend de plus en plus parler de ça, effectivement, que nos ovules étaient on avait nos ovules quand on était dans le ventre de notre mère, et du coup, nos enfants, mais ça, c'est un truc de fou, hein. J'ai pas encore tout assimilé, mais si, parce que bon, moi, j'ai rencontré des copines qui sont dans l'énergétique, donc je suis très ouverte d'esprit. Donc, du coup, le transgénérationnel, les vies antérieures, enfin, tu vois, j'en entends beaucoup, donc si ça va, je suis ouverte d'esprit. C'est ça. Donc, pardon pour ceux qui sont totalement hermétiques à la pratique, mais voilà, en tout cas. Ouais. Non, mais franchement, c'est un métier qui est hyper intéressant, en fait. Ah, mais tu vois beaucoup de choses. Et puis, encore, on n'a pas parlé de tout, mais tu peux faire des interventions sur le consentement, parler de la notion de consentement, de l'usage de la pornographie, effectivement, sur les dérives et les bénéfices. Parce qu'on parle beaucoup du porno en le diabolisant, mais la porno, ça peut apporter du positif aussi. T'es dans ton couple, tu cherches un peu à pimenter, tu cherches un peu à rallumer l'imaginaire érotique qui s'est un peu érodé avec le temps. Ça peut être super sympa. Du moment qu'il y a une consommation équilibrée et raisonnée. Ouais. À partir de quel moment c'est un problème? À partir du moment où tu vas préférer faire ça à des choses lambda de ta vie, où tu vas considérer que ça prend trop de place, toi. Il y a des personnes qui vont être capables de dire j'étais invitée à bouffer chez mes parents, mais j'ai préféré rester chez moi à me palucher. Ok. Au boulot, je me suis enfermée dans les chiottes pour me palucher. Je le fais 10 fois par jour. Alors sur une période, c'est un défi, c'est rigolo, on s'en fout. Mais quand ça commence à devenir récurrent et que toi-même tu sens que là il y a un déséquilibre avec le reste de ta vie, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Parce que ça bouffe un peu. Alors pas ça bouffe le cerveau, mais j'avais vu aussi que en fait dans le porno, tu commences par regarder des trucs. Déjà, tu peux tomber sur des trucs très violents et que en fait, on a tendance à regarder toujours plus. Et même, dans la pratique, ça se voit. Les nanas qui, j'écoutais une actrice porno qui, à l'époque, ça n'existait pas, les doubles pénétrations, les trucs comme ça. Et maintenant, deux devant, deux derrière. Enfin, il y a trois en même temps. Voilà, c'est ça. C'est totalement normal. Les nanas qui font ça avec 100 mecs, 1000 mecs. Enfin, et en fait, c'est la société de consommation. En fait, c'est dans une société de consommation. On se crée des besoins qu'on n'avait pas avant. Dès que ça fonctionne plus très bien, on jette, on passe à autre chose. Et tu remarques aussi, je te donne un exemple, je te fais un parallèle qui est très grossier, mais par exemple, l'usage de drogue. Tu as certains pays dans lesquels il y a des drogues qui sont autorisées, d'autres non. Et dans les pays où les drogues sont autorisées, tu vas toujours chercher la limite suivante. Tu vois, là, c'est pareil. T'atteins un stade, ça suffit plus, faut que tu passes le level du dessus. C'est ça. Mais dans tous l'être humain est fait comme ça. Oui, bien sûr. Il va se créer du besoin, il va pas se satisfaire de ce qu'il a, il va toujours chercher le gap au-dessus. Et le fait de rechercher toujours au-dessus, est-ce que ça impacte pas aussi ta sexualité en tant que telle? Forcément, parce que t'as encore une fois j'ai du mal avec le mot normalité, mais voilà, ta jauge, ta jauge, on va dire ta jauge, elle va évoluer en fonction de ce que tu consommes, parce que tu vas considérer que maintenant ça c'est acceptable, on peut accepter encore un peu plus. Donc forcément, c'est quelque chose que tu peux aussi derrière essayer d'imposer au ou à la partenaire
en mode, moi j'ai vu ça, ça m'intéresse, j'ai envie de tester, ça m'a excité, et l'autre partenaire qui est peut-être totalement pas dedans du tout, pas ouvert, et qui va se sentir un peu objet et plus sujet. Ce qu'on dit tout à l'heure, et ça va créer de l'incompréhension. Pourquoi? Mais je suis pas une actrice, c'est bon, tu me saoules avec tes trucs. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Parce que l'homme a envie de découvrir, c'est excitant pour l'homme, il veut. Ouais, bien sûr. Après, je dis ça, mais il y a des femmes aussi. Hein. Ah oui, non, mais j'en doute pas. T'as non, des mais hommes c'est qui vrai consomment pas du tout de porno, c'est la femme qui va regarder du porno, qui a vu une ou deux positions en regarde. Ça, j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien voir. Donc tu vois, enfin. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Après, en fait, quand ça rajoute un petit truc dans ta sexualité et tout, c'est pas mal. Enfin, c'est pas l'équilibre. Exactement. L'équilibre. Ouais, vrai. Tout est une question d'équilibre. Parce c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, même dans les procès Pellico là récemment, où en fait, l'appli les a menés à ça quoi. Donc c'est que faut faire gaffe quoi. On devrait mettre, tu sais, comme pour la bouffe, le tabac et tout ça, à consommer avec modération. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Mais justement, le procès Pellico sur les sites, tu pouvais, parce qu'avant tu pouvais chercher femmes endormies machin. Et ben ça a fait bouger ça parce qu'ils avaient tout retiré, toutes ces vidéos là quoi. Donc ça, comme quoi. Ça peut faire bouger les choses. Ouais, carrément. Bah, c'est comme MeToo dont on parlait tout à l'heure, ça a fait évoluer beaucoup de choses, ça a bougé beaucoup de lignes. Ouais, c'est normal. Et le porno que tu me parlais, je me rappelle plus comment on dit, inclusif. Non. Éthique. Excuse-moi. Il y a aussi la plateforme Femtasy là, je sais pas si tu connais. Oui. Alors moi, je suis en partenariat avec le Son du Désir, mais Femtasy, c'est un peu dans la même veine. Ça permet en fait d'avoir une alternative au porno visuel. Ça va vraiment être au niveau auditif que ça se passe. T'as des personnes qui sont pas réceptives, d'autres qui sont réceptives, mais ça permet en fait de consommer, de réveiller un petit peu ou d'agrémenter ton imaginaire érotique par un autre biais que simplement le visuel. Ouais, et c'est peut-être un peu moins hardcore du coup quand t'as un petit peu de mal ou... Ça va dépendre parce que tu peux avoir de l'audio qui peut être hard aussi. Oui, je veux dire le fait de pas avoir tu sais le visuel, parce que c'est vrai que le porno franchement. Oui, mais il y a des personnes, regarde, t'as des personnes qui visuellement ne vont pas être réceptives. Tu pourras leur mettre ce que tu veux, elles vont pas. Par contre, auditivement, ça va être compliqué. Ça va dépendre de ton sens aussi prédominant. D'accord. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus avoir de mal avec un audio qu'avec une vidéo. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre en fait de tes sens prédominants. Ok, parce que je me disais qu'un audio c'était un peu plus soft parce que c'est toi qui fais ton image, un peu comme quand tu lis un livre. C'est toi qui te fais ton imagination. Que c'est vrai que le porno. Il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité d'imagination non plus. Ouais, je savais pas. Non. Ok. Moi, je pensais que tout le monde, quand on lisait un livre, on avait tous le film dans la tête. Ça, c'est une des pistes aussi que je peux te donner et que je peux donner à tout le monde, c'est de partir du principe qu'il n'y a pas une vérité, mais quelle qu'elle soit. Ça veut dire que toi, tu vas être plus visuel, tu vas... Chacun fonctionne d'une façon différente. En fait, à partir du moment où tu as conscience de ça, c'est là qu'en fait, tu t'ouvres l'esprit. Ouais. Et on en revient au sujet de, s'il trompe, c'est un salaud, ou quitte-le, par exemple. C'est juste, et c'est péjoratif du tout, c'est un manque d'ouverture d'esprit dans le sens où totalement. il peut y avoir 1000 choses différentes qui ne sont pas en notre possession, qui peuvent, je dirais pas expliquer. Si, ça explique, mais ça légitime pas. Qui peut expliquer telle ou telle situation. Et en fonction de comment tu vas être constitué, ce à quoi tu vas réagir, toi, il y a des choses qui vont te sembler totalement normales normales dans ta jauge. Oui. Reprenons dans ta jauge. Mais l'autre, il va être complètement aberré. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. N'importe quoi. Ouais. Mais toi, tu vas regarder l'autre, tu vas te dire, non, si, c'est bon, ok. Mais par contre, lui, il va faire quelque chose qui va te sembler complètement immoral et tu vas te dire, mais n'importe quoi. Il va te dire, mais non, si, moi, je suis bien. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles, il y a des choses sur lesquelles, je prends un exemple très grossier et encore une fois, je ne légitime pas. Les gens qui tuent des enfants, ils ont leur justification à eux. Nous, on trouve ça dégueulasse. La majorité, et heureusement, des gens vont trouver ça aberrant. Mais s'ils le font, c'est qu'ils sont pas câblés comme nous. Ah bah oui, c'est clair. Les gens ne sont pas câblés les mêmes les uns des autres. Non, donc il y a des choses que tu peux retrouver plus communes les unes que les autres. Bien sûr. Mais il y a certaines choses qui sont totalement... non, quoi. Et est-ce que tu as des gens qui viennent te voir en disant « j'ai un fantasme qui est pas ok du tout ». Et du coup, est-ce que t'arriverais à les aider? T'as pas eu le cas? J'ai pas eu le cas de fantasmes pas ok, parce que les fantasmes sur lesquels je suis tombée de personnes qui se posaient des questions, c'était pas des choses qui étaient répréhensibles. Oui, quand je dis pas ok, voilà, c'est les enfants. Non, j'ai jamais eu le cas et je ne sais pas comment je serai amenée à gérer. Ce qui est important de savoir en tant que professionnel, quel qu'il soit, c'est d'avoir conscience de ses limites. Ça veut dire que quand tu as des sujets où tu sens que tu peux pas accompagner parce que ça va toucher une corde sensible chez toi ou que c'est simplement pas de ton ressort, c'est de pouvoir réorienter et alerter s'il y a besoin. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de confidentialité chez moi à partir du moment où personne n'est en danger. Bien sûr. Si un enfant
une femme, un homme, quelqu'un est en danger par rapport à ce qu'on va me confier, j'ai un devoir d'alerter les autorités. Ok. Donc une femme qui se fait battre et tout. Oui. Ok. D'accord. J'ai pas le choix. Ok. J'ai pas le choix. Ok. C'est une assistance à personne en danger. Ouais. Donc, non, mais c'est bien parce que de toute façon, je sais, moi, comment je suis. Parce que je dis toujours, parce que même en politique, je suis un peu pareil. Moi, je me dis, je suis militante en fait. Je suis pas, je pourrais pas être présidente ou je pourrais pas être flic ou juge ou que sais-je parce que j'arrive pas. Alors pas, on peut très bien parler, avoir des différences culturelles, enfin de religion et tout, mais il y a des trucs. Les violences faites aux femmes, aux enfants et tout, c'est non négociable. Ouais, j'arrive pas. Vraiment, c'est juste pas possible. Donc c'est clair que je ne pourrais pas être. Ah, j'ai mes limites aussi. Hein. C'est pas parce que je suis dans non, ce mais par exemple, même milieu-là l'infidélité, je sais que je vais dire à mes copines. Non, mais non, enfin voilà. Non, no way. Mais même si on parlait d'infidélité, parce que c'est vrai que c'est le plus gros truc. Mais en fait, moi, je trouve que les hommes, comme les femmes, moi, je parle des hommes parce que mes copines, voilà, on est dans des relations hétérosexuelles. Mais c'est juste pas être là, quoi. Pas s'occuper de la personne. Enfin, comme si elles étaient des meubles dans la maison, quoi. Oui, mais tu peux très bien. Alors attention, et je suis pas encore encore une fois en train d'excuser ou de trouver des excuses, mais tu peux très bien ne pas prendre soin de la personne sans parler de tromperie. Ah oui, bien sûr. Ah, mais carrément. Il y a des fois, ça peut faire même des fois plus mal. Ah bah oui, je pense. Parce qu'à terme, parce qu'une tromperie, puis il y a tromperie et tromperie. Bon, après, ça, c'est ma façon. Ça, c'est pareil. Où est-ce que tu mets la jauge aussi? Exactement. Il y a des personnes, à partir du moment où tu regardes l'autre, t'es déjà dans la tromperie. C'est ça. T'as des couples qui vont, par exemple, être dans le libertinage ou coucher avec quelqu'un, ça va poser aucun problème. Ouais. Par contre, quand il commence à y avoir naissance de sentiments ou quelque chose, là, ça va pas l'être. Alors qu'il y a des personnes, tu peux avoir un crush pour quelqu'un, mais par contre, tu le touches pas. Ouais. Donc, tu vois, encore une fois, on va pas avoir la jauge au même endroit. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a tromperie et tromperie. Moi, je pense que les sentiments, c'est pire que le sexe. Mais c'est moi. Et il y a des personnes, elles sont en polyamour, elles vivent très bien avec et il n'y a aucun souci. Ouais. Mais ça, ça, c'est vrai que c'est pareil. Mais après, parce que je pense que c'est pas très démocratisé, mais c'est vrai que je me dis, mais comment tu t'y retrouves là-dedans? C'est le bazar. Hein. C'est un mode de fonctionnement. Ouais, après, moi, je sais que je suis très dépendante affective. Je serais pas capable de partager affectivement. Non. Impossible. Ah ouais. Et ça aussi, tu traites tout ce qui est dépendance affective et tout. Alors ça, je pense que tu dois en avoir un paquet, non? Ouais, ça doit être le premier truc. Oui. Et ça vient d'où? De l'enfance? Oui, tu vas avoir des attachements anxieux, des attachements évitants en fonction de comment tes parents ou la figure d'autorité... Et c'est quoi attachement anxieux et évitant? Évitant, ça va être on t'a jamais appris à montrer, donc du coup, tu vas fuir, t'es pour le conflit, tu vas à éloigner l'autre. D'accord. Tu vois, pour protéger et tu vas essayer attachement évitant et attachement anxieux. Là, ça va être la panique tout le temps. Est-ce qu'on m'aime? Est-ce que ça va? Et les limites à étouffer l'autre parce que du coup, tu as besoin. Ouais. Et tu vas avoir des attachements lambda quand tu es dans une famille qui va être plus, entre guillemets, plus équilibrée, et j'utilise des guillemets parce que c'est jamais conscient, les parents ou les figures d'autorité ne font pas exprès. Oui. Mais en tant que parents, on met tous des cicatrices chez nos gamins. Enfin, c'est comme ça. Oui, mais ça fait mal, mais c'est comme ça. Oui. Parce que généralement, quand tu es dans le fauteuil du psy, alors votre mère et votre père. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, après, je dis ça, j'en sais rien, mais je pense qu'à l'époque, ils faisaient moins attention. C'est vrai que nous, on essaie quand même de... C'est ça. On a plus de conscience parce qu'on en parle plus. Oui, et puis parce qu'on se retrouve plus chez le psy aussi, peut-être. Donc, on se dit, et puis on en parle plus. T'as beaucoup plus de choses. Tu vois, par exemple, on parle de l'école Montessori, on n'en parlait pas avant, donc sur la non-violence. On parle beaucoup plus aussi on évite de crier, les choses comme ça. On évite taper n'est pas une solution. On essaie d'éviter les écrans. Enfin, il y a quand même une prise de conscience sur beaucoup de sujets, à tort ou à raison. Moi, j'ai pas de sujet, j'ai pas d'avis par rapport à ça. Je me rends juste compte qu'on essaie de faire évoluer les choses dans le mieux, parce que l'idée, c'est de faire évoluer dans le mieux. On va éviter de faire n'importe quoi, de repartir à l'âge du fouet et compagnie. Mais mais voilà, après, je pense qu'on a une conscience plus ouverte sur beaucoup de sujets que nous à l'époque. Et nos parents encore moins, et nos grands-parents encore moins. Oui, c'est clair. Avant, c'était tu te tais, t'as pas à pleurer, t'as pas à parler, t'as pas à te faire voir. Maintenant, il y en a toujours. Mais on a plus tendance à considérer l'enfant comme un être humain à part entière, qui a le droit de ressentir, qui a le droit de parler, qui a le droit de s'exprimer, parce que sinon, ça fait des adultes cabossés. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, on est tous des adultes cabossés d'un sujet ou d'un autre. Ouais, c'est clair. Que ce soit de nos parents ou quelque chose qu'on aura vécu ailleurs.
Ah ouais, c'est C'est clair. rare d'avoir quelqu'un qui est exempt pardon, d'aucun traumatisme, d'aucune cicatrice ou quoi que ce soit. Oui, je pense que c'est quasiment Non, impossible. non, ça existe pas. Parce que et puis, C'est pour ça qu'on est là. bien sûr. Puis comme tu dis, enfin, par exemple, une situation lambda, quelqu'un va très bien la Mmh. vivre et l'autre, ça Mmh. va le trauma, C'est ça, alors c'est ça. que... Donc en fait, je pense qu'effectivement, un jour, elle se retrouvera sur un siège de psy C'est pour ça. parler de moi. Mais il faudra pas se culpabiliser parce que tu as pas sciemment voulu faire du mal. Bien sûr. On veut C'est vrai pas que faire, ça, sciemment du mal aux enfin, autres, hein. l'ancienne génération a du mal à pas le prendre comme ça. Mmh. Quand on parle, oui, mais c'est vrai que je suis la pire mère du monde. Hein. Ouais. Ça, c'est la phrase number one. Pour ça. Donc non, Ouais. puis la conscience, c'est aussi de se dire que en vouloir à nos parents, est-ce qu'on peut pas simplement faire état de ce qui est Et passer... et puis travailler dessus mm, pour plus que ça nous impacte, mm, le pardon, qui veut dire ni excuser, enfin ni oublier, ni faire comme si ça n'avait jamais pas exister. existé, mais simplement rendre sa part de responsabilité à l'autre. Mm. Je l'ai pris comme ça, c'est ma perception des choses et je le prends pour moi. T'as peut-être pas voulu faire de mal, je te rends ta part de responsabilité. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, ça t'appartient à toi, ça ne m'appartient pas à moi. Ouais. Et je fais en sorte de couper pour pas que ça m'atteigne. Ça demande du travail, c'est pas inné, c'est pas évident. Je le dis, on a l'impression que c'est super simple comme ça, c'est pas toujours aussi simple. Hein. Quand tu parles pardonne à ton violeur, Ouais. dans quel monde je peux pardonner à mon violeur? Bah si, parce que si tu fais pas ça, t'avanceras pas parce que ça va continuer à t'impacter toute ta vie. Ça sera une cicatrice, tu vas vivre avec. Mm. T'auras pas le choix, tu vas vivre avec, c'est là. Mm. Après, tu peux voir comment tu vis avec, Ouais. quel impact ça va avoir sur toi. Et ça, c'est un travail de résilience, c'est un travail d'acceptation et c'est un Ouais. travail, tant que tu n'auras pas fait le pardon, tu ne pourras pas avancer parce que ce sera toujours comme une épée Damoclès au-dessus de ta tête comme ça. Ouais, en fait, on dit pardon, mais c'est en Prendre mode... sa responsabilité. voilà, c'est pas je t'excuse Non, de m'avoir fait pardonner. ça. Part, Mm. comme P-A-R-T, Oui, oui. la part, donner. Donner. Tu rends sa part à l'autre. Ouais. En fait, mais qu'est-ce qui est la différence entre toi, du coup, et une psy, par exemple? Moi, je vais vraiment gérer les parties intimes, la partie intime. Ça veut dire que Ok. tu viens me voir parce que tu as une phobie. Oui. Tu viens me voir parce que ta mère t'a battu. Ça n'a pas un lien avec l'intimité, Mm. une douleur, un blocage, une fluctuation de libido. J'aurais vraiment dû le mettre en silencieux. Je suis navrée. Je ne vais pas pouvoir accompagner. Ok. Moi, je vais vraiment être sur la communication, sur la reconnexion à soi, la confiance en soi, l'estime de soi, Jalousie, la dépendance jalousie affective, donc tous les liens qui vont avoir un attrait à la au vie couple, en fait. amoureuse, Ouais, d'accord. à la vie sentimentale. Tu viens pas me voir pour me parler de tes enfants. Ouais, ok. Sauf s'il y a vraiment un sujet sous-jacent avec la sexualité, mais bon. Oui, à part la charge mentale, Oui. enfin, parce que la parentalité amène Mm. dans le couple, et puis les embrouilles que ça peut amener, du coup, la place que tu laisses pas. C'est ça. Mais oui, normalement, il n'y a pas de lien C'est ça. sexualité. Et je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, je n'ai pas un diplôme de médecine, c'est important de le répéter, je ne peux pas établir d'ordonnance. J'ai eu une formation certifiante, je suis formée, hein, je n'ai pas sorti ça du chapeau. J'ai mon vécu qui me porte aussi, parce que quand tu vis des choses, des fois, c'est encore mieux que les diplômes accrochés sur le mur. Parce que tu sais par où les personnes peuvent... Même si c'est prétentieux, tu peux pas être à la place de tout le monde et avoir vécu Non, chaque mais je vois tout situation. à fait ce que tu veux dire. Mais d'avoir connu cette déconnexion Ton accompagnement, il n'est pas le même. Non. Moi, je fais le parallèle. Alors, moi, c'est à plus petite échelle, mais moi, je le vois avec mes poils et mon SOPK et tout. Mon accompagnement n'est pas le même que ce que j'ai pu, moi, avoir comme accompagnement. C'est ça. Où tu vois que la nana, elle en a rien à faire, parce que de toute ça façon, lui ça parle la pas. concerne pas, voilà. Ça lui parle pas. Ou sinon, elle dit, oh là là, moi, j'espère que j'aurai jamais ça. Et mon 39, donc bon. Donc non, mais voilà, après on est plusieurs à exister, mais cette profession, on est peu, et pour autant, il y a un besoin. Alors, il faut juste que les personnes en aient conscience et acceptent de faire le premier pas. Ouais, c'est clair. Qui est le plus difficile, parce que tu vas quand même sur du terrain de l'intime, les gens sont très pudiques. Ouais. On parle quand même d'un sujet qui est pas évident à aborder. Et moi, ma politique, c'est d'essayer justement de me mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant hey, les gars, on prend soin de nos dents, on prend soin de notre peau, pourquoi on ne prendrait pas soin de notre intimité? C'est primordial, l'intimité. Personne ne serait là s'il n'y avait pas d'intimité, qu'elle soit subie ou choisie. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte qu'elle soit choisie et qu'elle soit kiffante. Ouais. Bah oui. Que ce soit pas une source d'angoisse, d'appréhension, de peur, oh, il m'approche encore dans le lit ce soir, fait chier, va falloir y aller, sinon il va faire la gueule. Combien de fois on en entend? Bah oui. On y a toutes été confrontés, je crois. Non, mais c'est vrai que ça, j'avais une connaissance, voilà, c'était pas en mode je me force un peu et hop, je kiffe. C'était vraiment, il prenait ce qu'il avait à prendre et fin de l'histoire, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur
moi qui est très justement et là je peux pas lui dire mais écoute ça s'appelle un viol conjugal et c'est pas du tout ok en fait ce qui t'arrive ça et ça c'est vrai que ça ou même ça tu vois poser des mots sur des mots que la personne n'est même pas au courant qu'elle a subi ou n'ose pas ouais il y a des personnes qui ont peur d'utiliser le mot viol ouais bah oui je ne peux pas avoir vécu de viol c'est ouais. pas possible pas moi les autres oui mais pas ouais. Mais tant que tu vas pas l'avoir verbalisé et que tu vas pas l'avoir conscientisé, le premier pas, il est là. Ouais, c'est clair. Le premier pas, il est là. C'est difficile quand même, hein, parce que tu prends énormément des histoires, des gens et tout. C'est pour ça que les gens, tu dois t'éclater. Alors, je m'éclate dans le sens où j'accompagne et j'aide les gens. Bien sûr. Oui, mais les histoires, je ne m'éclate pas du tout. Ouais, c'est clair. Tu entends des horreurs. Ouais. Des horreurs. Et c'est pesant, parce que dans la vie de tous les jours... J'arrive à faire barrière. Ça, c'était quelque chose que j'avais peur parce que mon mari était toujours en train de me dire à l'époque, quand j'étais pas encore thérapeute, me disait, tu prends tout le temps la peine des autres, mais à un moment donné, c'est pas ta vie, c'est pas toi, centre-toi sur ta vie. Donc, il avait un peu peur lui aussi, il appréhendait en se disant, mais tu vas en voir des gens, tu vas brasser des histoires qui peuvent être terribles. Comment tu vas réussir à mettre le filtre pour pas que ça t'impacte toi? Et en fait, je me dis, moi, je suis là pour leur apporter du mieux et effectivement, leur histoire ne m'appartient pas. Bien sûr. Et il est vrai que la formation, elle t'aide à ça aussi, à te mettre en posture vraiment d'accompagnant d'aidant et non pas, t'es une béquille, mais tu n'es pas une attelle qu'ils vont garder à vie. Tu n'es pas j'ai perdu le terme. Tu n'es pas une prothèse, quoi. Pas une prothèse, voilà, c'était le mot que je cherchais. T'es pas une prothèse. Ouais. Donc, n'y mets pas trop d'affect. Ne t'implique pas trop parce qu'effectivement, tu n'as pas, donc, ce qui fait que du coup, quand je rentre chez moi le soir, je coupe en disant, voilà, je laisse au cabinet ce qu'il y a au cabinet, je purifie, j'ouvre, j'aère, je mets mes pierres, J'adore! Je fais ce qu'il faut, mais faut pas que ça m'atteigne. Ok. Sur le moment, la personne elle est sur le canapé, elle te raconte des trucs, oui, forcément que c'est poignant. Tu restes un être humain. Bah oui, t'es empathique, c'est clair. Mais il faut pas le prendre pour soi. Oh la vache. Non mais bravo, parce que moi c'est vrai que je suis hyper sensible et j'arriverai pas tous les jours, ça doit quand même être... Mais c'est bien, il en faut, hein. Et c'est quoi la différence entre toi qui es sexothérapeute? Parce que quand je t'ai envoyé un message, je t'ai dit sexologue. Alors je pense que c'est un peu le raccourci, mais du coup c'est quoi la différence? Le sexologue, généralement, c'est quelqu'un qui va être... Alors, je généralise encore une fois, mais c'est souvent quelqu'un qui va être dans le milieu médical et qui va prendre une spécialité sur la partie sexo. Et c'est souvent quelqu'un qui va être en capacité de programmer des examens, de faire des ordonnances, donc vraiment le côté plus médical. C'est comme psychologue et psychiatre. On va dire que c'est le parallèle. Grossièrement, c'est le parallèle. C'est le parallèle. Mais c'est pas les mêmes études, c'est pas le même cursus, et on n'accueille pas forcément la même population. Ouais, et puis du coup, c'est pas du tout le même accompagnement et tout, quoi. Non. Ok. Moi, je vais être équipée... alors, il va y avoir la partie thérapeute, donc écoute, fonctionnement, racine, explication, pourquoi, comment, etc. Et après, je vais avoir la partie coaching, où là, je vais sortir toute ma palette d'exercices à donner entre les séances, ou des fois, tu as des choses que tu fais en séance parce que c'est pas des choses qui nécessitent que tu te touches, que tu te mettes tout nu. Ça, tu les gardes chez toi, ces exercices-là. Mais il va y avoir vraiment ce côté, on travaille, c'est pas juste on parle. Ça va vraiment être, on va mettre en place des outils concrets pour que tu puisses sentir du mieux par rapport à la problématique. Oui, c'est pas comme quand tu vas chez le psy où tu discutes et c'est un échange et il n'y a pas de... Non, là, il y a vraiment des exercices qui sont donnés. Moi, je peux donner des ressources en termes de lecture, en termes de podcast, en termes de plein de choses, en fait. Ouais, j'ai vu que tu louais des livres, en fait. Sur beaucoup de sujets. Et ils sont beaux. Ouais. Je suis très fière de ma bibliothèque. Ouais, j'adore. Je vous ferai des petites vidéos, je vous montrerai, je ferai des incrustations comme je peux. Yes. Parce que je suis pas experte en montage, mais... Ah non, mais avec grand plaisir. Trop bien. Et les sextoys aussi, non, tu les loues pas, j'imagine. Ah non. Mais tu peux conseiller. Ils n'ont jamais servi, pour le coup. Mais je suis en partenariat notamment avec Jade Lingerie, magasins qui sont à Ormois, à Poto-Combo et à Antony, qui me permettent de proposer au moins 15% aux personnes qui viennent me voir. Parce que des fois, ça peut passer aussi par la redécouverte de son corps, mais avec des sextoys. T'as des personnes qui vont avoir du mal à se toucher elles-mêmes. Il y a des personnes qui ont envie de partir à la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles choses qui existent. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, c'est pour montrer un peu la diversité de ce qui existe. Et encore, je suis loin de tout avoir. Mais ça permet un peu de voir les formes, les couleurs, les textures. Tu peux le toucher, tu peux regarder un peu la vibration, comment elle est. Pour le womanizer, voir un peu comment ça fonctionne, l'aspiration. Ça t'évite de dépenser des thunes dans quelque chose où tu sais pas si au final c'est quelque chose que tu vas pas... Tu vois.
Et puis des fois, des personnes n'ont pas envie forcément de pousser la porte d'un sex shop pour vraiment aller regarder parce que le regard de l'autre, parce que voilà, encore une fois, on en revient sur le regard de l'autre. Mais effectivement, oui, ça permet aussi de montrer un petit peu ce qui peut exister et dédramatiser le sujet, enlever le tabou qu'il y a au-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a un tabou sur les sextoys. Bah, de moins en moins quand même. Après, c'est peut-être parce que moi, j'ai des copines libérées, mais c'est vrai qu'on en discute, puis en plus, on se marre, quoi. C'est ça qui est bien. C'est censé. Ouais. Et tu vois, typiquement, le Jade Lingerie, le responsable de Jade Lingerie à Ormois qui me disait moi, j'aimerais bien qu'on fasse un atelier, je te privatise le store le soir quand il n'y a plus personne, tu fais venir du monde, et puis on parle d'un sujet, et puis moi, je suis là, je me tiens à dispo si les gens ont envie de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, je suis très dans le collaboratif et j'aimerais beaucoup créer soit des cercles d'échange, vraiment des moments qui vont être conviviaux, et je suis bloquée parce que je me retrouve face à des personnes qui effectivement se disent l'intimité, on n'a peut-être pas forcément envie d'en parler quand il y a d'autres personnes. Mais j'aimerais vraiment trouver le moyen de générer un attrait pour pouvoir aussi justement éviter ce côté chape de plomb, on n'en parle pas, c'est tabou. Tu vois, ou des fois on va discuter toutes les deux, on va peut-être se rendre compte qu'on a un sujet en commun et hop, je suis pas seule. Oui, bien sûr. On ouvre le dialogue, on ouvre la conscience. C'est pour ça, de toute façon, que j'ai créé ce podcast, que je sais que on vit des choses dans notre vie. Alors, bon, moi, c'est essentiellement sur les femmes, mais on vit des choses toutes dans notre vie qui peut résonner et qui va résonner obligatoirement chez quelqu'un. Exactement. Donc, je suis en train de phosphorer parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie au bénéfice en fait des personnes. Bien sûr. Parce que moi, je mets l'humain au cœur de ma pratique. Il faut bien évidemment que je m'en rémunère. On peut pas se leurrer, mais moi, l'idée, c'est de pouvoir aider le plus de personnes possible. Bien sûr. Et quel que soit le biais, que ce soit sur mon canapé, que ce soit lors d'un cercle de parole. Je fais des salons aussi où je présente l'activité. J'étais dans un salon la semaine dernière. J'ai fait des vidéos aussi. Ouais, j'ai fait des vidéos. Je fais beaucoup de communication sur les réseaux. Et il va y avoir la partie aussi, je suis sollicitée pas mal par des doulas pour faire des cercles de parole. Trop bien. Pour faire des cercles de parole où c'est des personnes qui vont plus ou moins se connaître, donc plus ou moins à l'aise d'échanger sur des sujets, et où je vais intervenir pour pouvoir répondre aux questions, apporter un éclairage sur un sujet. Donc j'en ai fait un là, c'était sur la péri et la ménopause. J'en refais un là à Villecrène au mois d'avril, où ça va plus être sur les variations du désir, donc un peu à tous les âges. Mais voilà, moi je me tiens à disposition si jamais il y a besoin d'une intervention ou quoi que ce soit. J'étudie des propositions pour pouvoir justement apporter plus d'aide possible. Et dans les écoles? Non, parce que maintenant c'est EVARS, et EVARS, ils font appel qu'à le programme EVARS pour l'éducation sexuelle. Ils font appel qu'à des professionnels de santé. Je ne suis pas professionnelle de santé. Ok, dommage. Donc j'aurais bien voulu, mais je peux pas. Déjà quand ils le font, parce que je crois qu'ils respectent pas trop C'est pas forcément toujours bien respecté. Non, c'est clair. Donc, voilà. Trop bien. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour sur tout. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir fait hyper intéressant. Et puis maintenant, je vais te reconnaître devant les Ouais. je serai un peu moins... Non, mais après, je comprends. Moi, le matin, franchement... Radar. Bah oui. Radar. Après, moi, bon, pour l'instant, j'étais un peu en pause et tout. Donc, tu vois, tranquille le matin et tout. Mais je comprends. Moi, j'ai été de celle qui se lève à 5h30. J'ai posé Alma à 7h. Je pense que le matin, j'aurais été pareil. Au radar. Ouais, c'est clair. Total. Clair. En tout cas, voilà, sachez que si vous avez un problème, je sais pas si on peut dire vraiment un problème, une interrogation, une difficulté, une question, un point à creuser. Voilà. Hello Sexo est ici. Franchement, je crois que tu fais de la visio aussi. Oui, je fais de la visio aussi, ouais. Donc visio, venir à son cabinet qui est très beau, je vous ferai aussi un aperçu. On a vu que les variations de désir, c'est totalement normal. Et il faut juste réussir à se reconnecter à soi. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et j'avais fait aussi un podcast là-dessus. Vraiment, en fait, tout un petit peu se rejoint sur les complets, la confiance en soi et se prioriser dans la vie. Je pense que c'est vraiment, en fait, la base de tout, quoi. Et on passe avant le couple, avant les enfants. C'est difficile, surtout en tant que femme, je pense que se mettre... Il y a beaucoup de culpabilité. Ah ouais, mais ça, c'est fou, hein. On n'arrive pas, moi, je le vois, enfin... Je sais que mon chéri, lui, peut faire ces petits trucs. Ou par exemple, moi, je laisse ma fille un soir, ça y est, je suis... Oh, mon Dieu, mais je vais pas la perdre. C'est clair. Non, mais c'est fou, cette culpabilité, c'est... Alors, je pense en tant que femme déjà, mais alors quand on est mère d'autant plus, c'est compliqué, quoi. Exacerbé. Ouais, de se remettre et de se faire passer soi en premier. C'est hyper culpabilisant parce que je pense qu'on n'avait pas aussi les clés. Enfin, avant, c'est pas ce qu'elles faisaient les femmes. Alors, on y arrive de plus en plus,
Mais il y a toujours un peu les femmes d'avant qui nous regardent en mode « Ah, t'as de la chance, toi, ça va, ça se passe bien. Tranquille, la vie. » On est dans une société de rentabilité, de productivité. Il faut du rendement, il faut que ça pulse, il faut y aller. En fait, il est où le plaisir? Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai dit, tu vois, dans un autre podcast, c'est de retrouver du temps pour soi, mais même dans le sport, mais pas en mode je m'entraîne parce qu'il faut que je fasse une course, machin, des stats. Non, c'est juste, tu kiffes ton moment, quoi. Faut que ce soit un plaisir, parce qu'à partir du moment où c'est une contrainte, tu tiens pas le rythme. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est dur de se retrouver en tant que femme et de reprendre du plaisir à faire Clairement. Des choses. Avec les injonctions. Voilà. Avec ton panier de linge sale plein, ta maison sale. Exactement. Enfin voilà, en tout cas c'était très intéressant. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez suivre Élodie sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tout en description de toute façon. Et puis bah voilà. Écoutez, voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah, merci à toi. Hein. À toutes les personnes qui pourront visionner ce podcast. Ouais, non, franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours parce que je pense que c'est une thématique qui est très intéressante, même si on en a parlé beaucoup. Je pense qu'il y a encore 1000 choses à voir et à découvrir. Clairement. Et voilà. Donc, comme je dis à chaque fois, chaque voix compte. La voix d'Élodie aujourd'hui était hyper intéressante. Donc, n'hésite pas à venir prendre ta place à côté de moi un jour dans le podcast. Et c'est avec grand plaisir. Salut! Salut!